Et voilà, ça enregistre David. Bah écoute, merveilleux. On parlait de sport juste avant de commencer à enregistrer, mais avant de continuer, parce que je t'ai dit, il faut qu'on réserve ça pour l'épisode du jour. Déjà, bienvenue sur le podcast. Tu es le premier invité, David. Bah c'est un honneur pour moi. Donc, je pense à toi parce que déjà, on se connaît plus ou moins, toi et moi. Je suis passé sur ton podcast il y a maintenant 1 an et demi en arrière, 2 ans en arrière déjà. Ouais, t'as fait partie des Le premiers premier, invités hein. de Limites Project pour parler de neurosciences, d'oméga 3, de gaines, de myéline, etc. Ouais, c'est C'était vrai, un c'est vrai, épisode c'est vrai. très riche qui m'a marqué puisque je m'en souviens. Ouais, comme quoi, ouais, c'est vrai que ça remonte un peu et puis merci du coup de m'avoir fait cet honneur à l'époque et maintenant je te rends l'appareil en étant le premier invité du coup sur ce nouveau projet qu'on a lancé avec Quentin, à savoir Papapreneur. Pourquoi on a pensé à toi Quentin? Simplement parce que déjà tu es entrepreneur, tu es papa et il y a aussi un axe intéressant chez toi. Déjà, c'est que tu fais un podcast, très clairement et tu demandes souvent à tes invités de qualité parce que j'en ai fait partie du coup, forcément cette qualité. Plus sérieusement, tu demandes souvent en fait les conseils qu'eux donneraient à un jeune papa comme toi. Notamment en termes d'éducation par rapport à sa fille et cetera. Donc je pense qu'il y aura un gros axe, durant l'échange qu'on a actuellement par rapport à ça, à la synthèse un peu des conseils que toi tu as pu glaner et tester sur ta fille pour justement améliorer, bah, son éducation, son bonheur, son bien-être et même ta relation avec elle. Parce que tout ça également est au cœur du projet Papapreneur. Il y a le côté entrepreneurial, le côté gestion du temps, mais aussi le côté familial. Parce que souvent les entrepreneurs ont tendance à faire l'impasse, sur ça. Du moins, c'était le cas avant. Maintenant, ça tend de moins en moins à se répéter, mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de vie de famille d'une part, d'entrepreneuriat et comment consolider et lier les 2 efficacement. Donc je pense que tu es le bienvenu, par rapport à tout ça. Mais avant de finir, reparlons sport et tu me posais la question du pourquoi du comment, j'ai décidé de me faire coacher par Rudy Koya en musculation, sachant que j'en faisais déjà depuis, j'en fais depuis déjà quasiment 12-13 ans. En fait, la raison du coup est liée à mon fils et aussi au côté entrepreneuriat parce que, pendant plus de 10 ans, effectivement, j'ai fait de la musculation seul, à me motiver seul. J'ai un très, très bon physique aussi, atteint seul, pardon. Sauf que maintenant, entre l'entrepreneuriat, les différents projets que j'ai, mes 2 enfants, parce que maintenant j'en ai 2, ma compagne que tu connais très bien aussi, qui elle aussi est entrepreneuse, un peu d'immobilier aussi à côté. Bref, beaucoup de choses fait que en fait, j'ai dit: «OK, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déléguer ma motivation». Parce qu'actuellement, en fait, j'ai moins la motivation, qu'avant à me dépasser à la salle de sport. En fait, je faisais mes séances, je faisais un peu les minimum syndical, on va dire. Hmm. Je cherchais plus réellement à progresser, mais juste à arrêter un peu de perdre du muscle, façon de parler. Et je me suis dit: «Stop, c'est pas ce qui me correspond, moi je veux progresser à nouveau». Donc comment faire? La solution du coup, c'est voir quelqu'un que je connais très bien, qui est Rudy Koya, qui est aussi un ami à toi. Et je lui ai dit: «Rudy, en fait, simplement, maintenant tu me fais mon programme et je me tais, je m'exécute». Et c'est exactement ce que je voulais. Toi, le côté juste, j'ai mon programme qui arrive tous les lundis, je fais ma séance, j'envoie à Rudy, il adapte, je recommence. Comme ça, j'ai pas à réfléchir au côté programmation, exercice, quoi choisir, quel nombre de séries, quelle récupération. Du coup, ça me libère de la charge mentale pour faire autre chose plus efficacement. Et c'est notamment grâce à ça que je me suis lancé récemment dans le Krav Maga, tu vois? Du coup, je découvre une nouvelle discipline, je suis très content, et cetera. Donc en fait, j'assois la musculation grâce à Rudy qui me fait tout, qui me prémâche le travail. J'ai quand même du boulot à faire de mon côté, hein, c'est moi qui suis sous les barres, logiquement, bien évidemment. Mais comme ça, pour le Krav Maga, par contre, là, tu vois, je peux réellement m'investir dedans plus efficacement, apprendre des nouvelles choses et avoir l'espace mental pour le faire. Pareil pour l'entreprise, pareil pour les projets. Et c'est pour ça, du coup, effectivement, que je me fais coacher par Rudy maintenant, quoi. Et puis après, il te donne aussi, je trouve, enfin, moi aussi, je me suis fait coacher par Rudy à un moment. Et outre le fait de préparer, de faire ton programme, etc., l'impact majeur de son coaching sur moi, ça a été la confiance qu'il avait dans ma réussite à passer Mmh. certaines barres et la motivation intrinsèque que j'avais de façon déléguée à ce qu'il soit fier de moi. Et c'est bête, hein, parce qu'en soi, seuls mes progrès comptent en réalité. Et donc, en général, je me compare qu'à moi-même. Mais à partir du moment où lui s'engage dans le fait de me faire un plan et de me dire, OK, ben maintenant, cette semaine, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Moi, j'avais envie d'y arriver pour pouvoir lui dire à la fin de la semaine, OK, je l'ai fait, Ouais. j'ai réussi, j'ai passé ça. Et pareil, tu vois, il y a des barres, par exemple, où je me disais, non, celle-là, je vais pas réussir à la passer. Et il me dit, mais si, tu la passes facile. Bah, rien que d'avoir cet effet placebo, de me dire, OK, tu vois, la biologie des croyances, c'est quand même un truc d'hyper important. Et moi, le fait de savoir que lui, avec ses 20 ans, 25 ans d'expérience, il pense, il sait que je peux y arriver, suffisait à me donner l'énergie nécessaire pour réussir réellement à la passer. Et j'ai passé de ce fait-là des barres ou des trucs que je pensais pas passer, tu vois. C'est Et super intéressant ce que tu dis, ouais. C'est super intéressant, ouais. Mais c'est vrai que même moi, à mon niveau, du coup, il me pousse aussi à faire des séries beaucoup plus longues que j'aurais fait, toi. Des séries de 40-50 aux épaules, typiquement, un truc qui est insupportable et horrible. Là, je suis ouais. sur des séries de pompes à 41 kilos sur le dos, tu vois? Et seul, je serais pas monté jusqu'à là. Je me serais dit mentalement, effectivement, 41, ça commence à faire beaucoup, quoi.
En fait, non, je les passe en série maintenant et c'est un vrai plaisir. Et comme le dit Rudy aussi, il y a un côté vraiment très motivateur. Comme il le dit, en fait, le plus compliqué bientôt pour toi, c'est de mettre les poids dans le sac, pas de faire les pompes. Toi, ça me motive à progresser, toi. Et aussi, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que ça fait écho à un effet psychologique. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo dessus récemment qui s'appelle l'effet Pygmalion, notamment, que tu connais potentiellement, Bien sûr. et qu'on peut coupler avec les travaux de Carl Friston qui sont passionnants par rapport à l'économie d'énergie du cerveau. En fait, simplement, le cerveau humain, c'est simple. Je vais faire rapidement un speech par rapport aux auditeurs, vu que toi, tu connais, j'ai l'impression. Il y a 2 axiomes de base. Le cerveau humain veut ta survie. Ça, c'est un algorithme à survie, point barre, c'est ce qu'il cherche constamment. Deuxième chose, du coup, il veut économiser de l'énergie. Parce que qui dit énergie dit capacité justement à survivre, à se battre, ça on revient du coup à l'époque préhistorique, hein, ou à faire tout ce qui est du coup combat, fuite ou paralysie potentiellement en dernier recours. Et en fait, quand on mixe ces 2 éléments ensemble, ça donne le principe d'énergie libre de Carl Friston qui dit simplement que le cerveau cherche constamment à minimiser sa dépense inutile d'énergie. Donc si toi, David, tu dis grosso modo: «La barre, je vais jamais réussir à la porter». Pourquoi ton cerveau il va se dire: «Je vais mettre de l'énergie pour qu'il puisse la porter», alors que de base, tu es en situation d'échec? Par contre, c'est un mec comme Rudy qui te dit: «OK, je sais que tu peux le faire. Laisse-moi en confiance». Tu te motives, ton cerveau est rassuré. OK, David, Rudy qui a 25 ans d'expérience, oui, c'est ça, Rudy, pardon, dit que je peux le faire, du coup, je peux le faire. Donc je peux libérer l'énergie pour le faire parce que je peux atteindre ce but. Donc, grosso modo, prophétie autoréalisatrice, tu l'accomplis. Et c'est vraiment intéressant, ça, on peut le dupliquer à tout, à l'entrepreneuriat, à la productivité. Par exemple, j'aurais jamais assez de temps pour le faire. Oui, effectivement, tu auras jamais assez de temps. Parce que du coup, tu dis à ton cerveau: «Ça sert à rien de gaspiller de l'énergie pour ma cognition, ma motivation, mon efficacité. Donc pourquoi il le ferait? Il va pas le faire, du coup, tu vas échouer». Donc c'est vraiment super intéressant, effectivement, comme quoi, à quel point son propre discours interne et comme quoi le regard des autres peut influencer directement notre capacité à réussir ou à échouer, quoi. Et ouais, justement, tu vois, dans ce discours interne, moi, je trouve qu'il y a 3 mots qui caractérisent toute réussite. C'est le désir, la foi et la persévérance. Le désir de réaliser quelque chose, la foi inébranlable dans ta capacité à y arriver et la persévérance de surmonter les embûches qui vont indéniablement se présenter sur ton chemin. Et en Mmh. fait, tu vois, là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait une Spartan à Valmorel. Il Génial. faisait -17 degrés, il y avait de la neige, et cetera. En plus, j'étais pas correctement entraîné parce que je m'étais blessé à la jambe et ça faisait 3 mois que je faisais pas assez de dénivelé. Il y avait l'altitude, et cetera. C'était vraiment très dur et il y a des obstacles que normalement je suis capable de passer et notamment un, j'étais à la moitié du truc, je savais que je pouvais le passer et en fait, juste mon cerveau a capitulé. J'ai perdu la Mmh. foi, je me suis dit: «À quoi bon?» et cetera et j'ai abandonné purement et simplement alors que je savais que je pouvais y arriver et c'est là où tu vois qu'en réalité, la force physique comme la force mentale et la capacité d'impacter le monde, de créer des choses, etc., est quand même indéniablement déterminée par ce discours interne dont tu parles. Et dans l'entrepreneuriat notamment, tu vois, avoir ce désir et cette foi de continuer, de poursuivre et d'avancer quoi qu'il arrive, je pense que c'est quelque chose d'absolument déterminant et qu'à partir du moment où tu commences à douter et à remettre en question ta capacité à avancer, c'est là où tout se casse la gueule. Complètement, et c'est encore plus vrai, plus important quand on a des enfants. Et justement, on va reboucler par rapport à la thématique du podcast, parce que je t'ai invité comme papa avant toute chose. Et peux-tu raconter un peu ton histoire? Déjà, est-ce que tu étais entrepreneur avant d'être papa? Ou est-ce que tu étais papa, heu, non, ou l'inverse? J'ai un peu du mal ce matin, la nuit était compliquée avec mes enfants du coup, hein. Mais justement, tu vois, c'est parfait, c'est la Ouais, parfaite on est en plein dedans, expression. ouais, on est en plein dedans, c'est clair. Voilà. Alors j'étais entrepreneur avant d'être papa. Je crois que j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie, OK. avant même de savoir ce que ça voulait dire. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait mon premier site. À 15 ans, j'avais des animaux, des lézards, des serpents, et cetera, que je faisais se reproduire et je revendais les bébés. Enfin bref, j'appelais pas ça l'entrepreneuriat, mais maintenant avec le recul, je sais que ça en était et je pense que c'est profondément inscrit, dans mes gènes. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire après le bac, alors qu'on devait écrire, nos vœux sur une feuille. Mmh. Moi, je ne savais pas ce qui m'attirait. La seule chose que je savais, c'est que j'avais envie de créer, d'inventer, d'innover, de monter des boîtes et de faire des choses, tu vois. Et donc, j'ai toujours été très, très action drivée, c'est-à-dire que je fais les choses, je réfléchis après, je construis le plan, je construis les ailes de l'avion alors qu'il est déjà en train de voler. Et ça ne m'empêche pas de prendre du temps pour justement faire des prévisionnels, etc. Et inscrire mon action dans un plan stratégique. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tendance à foncer et à construire le plan, à réfléchir à tout ça une fois que je suis déjà dans l'action, tu vois. Je suis devenu papa après ça, il y a 2 ans, puisque ma fille a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Et ça a changé pas mal de choses. On pourra en reparler sur Mmh. l'organisation de la vie, mais surtout sur ma vision d'entrepreneuriat et ma vision de ma vie. Tu vois, tu disais tout à l'heure qu'à l'époque,
Peut-être que les papas, ils étaient faits pour bosser, rapporter de l'argent à la maison, au foyer, et puis ils étaient assez peu présents pour la vie de famille. Moi, c'était pas du tout la vision que j'avais de ma paternité, ni ce que j'avais envie, la façon dont j'avais envie de la vivre. Donc, il était clair que je voulais apporter du temps de qualité à ma fille, et voilà, et partager des choses avec elle, faire partie de sa vie. Et rapidement, elle est devenue la chose la plus importante pour moi, alors que pendant longtemps, mes boîtes étaient mes bébés. Donc, il y a quelque part un changement de priorité, un changement de vision de la vie. Et d'ailleurs, ce changement de vision de la vie m'a aussi donné envie d'avoir plus de sens dans mon boulot, dans ce que j'apportais au monde. Tu vois, au final, ça m'a amené à réfléchir à plein de choses, parce que j'ai peut-être longtemps été drivé sur la volonté de réussir financièrement, d'être reconnu, parce que je me suis construit comme ça. J'avais l'image de l'entrepreneur qui travaille 80 heures par semaine, Mmh. et dont la réussite se chiffrait à la taille de ses exits. Et, et puis petit à petit, tu vois, j'ai changé complètement cette vision, et ça n'a pas été facile, parce que il y avait toujours une espèce de collision entre l'ancien moi et le nouveau, entre ce que je pressentais être la vérité et la façon dont je devais avancer, et ce sur quoi je m'étais construit pendant 15 ans auparavant. Et, mais quelque chose était sûr, c'était que je voulais passer du temps avec ma fille, et je voulais qu'elle soit fière de moi aussi, dans mon travail, etc. Tu vois, et donc donner du sens à ce que je faisais, et pas simplement gagner de l'argent pour gagner de l'argent et avoir une belle maison et une belle voiture. Tout ça est devenu petit à petit secondaire, et ma réalisation personnelle, du coup, passait par des données, des facteurs, des KPI complètement différents et beaucoup plus basés sur l'émotionnel. Tu vois, ça a été aussi pour moi un peu l'occasion de me reconnecter à mon enfant intérieur, celui que j'avais Mmh. laissé bien au fond de moi, derrière une armure en fer blanc, pour aller attaquer et conquérir le monde. Et donc, certains diront, par exemple, peut-être que j'avais moins de testostérone, que mon ego prenait moins de place, et donc probablement que je suis à cet égard un moins bon entrepreneur, parce que j'ai moins ce besoin de conquérir. Mais par contre, j'ai l'impression d'être un entrepreneur plus bienveillant, que ce soit avec mes collaborateurs, avec mes clients, ou avec ma famille, mes amis. Ouais, c'est passionnant, cette notion d'enfant intérieur me parle beaucoup aussi parce que, tu vois, mon fils, pas plus tard que la semaine dernière, s'il dit: «Papa, tiens, je fais un feu de camp dehors». Du coup, il empilait quoi? Des bouts de bois et cetera. Tu sais qu'on attend à faire un vrai feu de camp maintenant. J'ai pris des allumettes, on a fait un vrai feu de camp, il était émerveilleux et moi aussi j'ai adoré ça, toi. On a fait récemment aussi un bonhomme de neige, c'était génial. C'est vrai qu'on peut s'émerveiller à nouveau sur des choses presque futiles pour un adulte, on va dire, mais qu'on prend le temps de les regarder, de se reconnecter par rapport à ça et de communiquer avec son enfant et c'est génial, en fait. Tu as une vraie symbiose qui peut se créer, chose, à côté de laquelle on peut passer si jamais on reste dans le mindset vraiment productivité et cetera. Le temps, c'est optimisé à 100. Je suis avec mes enfants, du coup, je peux pas bosser, du coup, je pense au boulot et cetera. On peut passer à côté de ça et au final, on va avoir des regrets plus tard, du moins, c'est ma philosophie. Je veux pas arriver du style, quand mes enfants auront 18 ans, à se dire: «En fait, je connais pas mon père. C'est un mec qui bosse tout le temps et cetera, je le connais pas». Et aussi, j'ai cette notion que tu partages, j'ai l'impression, tu l'as un peu dit de façon sous-jacente, d'être un modèle pour mes enfants. Un modèle physique, un modèle sportif, un modèle entrepreneurial. Même dans mon couple et Corélie, je conçois un modèle pour eux et une valeur sûre sur laquelle eux peuvent se reposer, en fait. Avoir cette notion des parents, en fait, entre guillemets, «parfaits». Avec leurs faiblesses, leurs failles aussi, bien évidemment, mais le côté vraiment, ils ont réussi leur vie. Je peux être, on va dire, je peux leur parler, je peux m'appuyer sur eux, je peux leur demander des conseils, ils vont m'écouter, pas spécialement me juger, bien au contraire, mais être là à leur écoute et vraiment leur donner un cadre, un cocon familial dans lequel ils peuvent s'épanouir en étant libres dedans aussi, toi. C'est une grosse Ouais, valeur pour moi aujourd'hui. non, complètement. Mais déjà sur cette notion d'apprécier et d'aimer les choses simples, c'est vrai que pour des gens qui ont des vies réellement intenses comme nous, qui Mmh. optimisons au maximum le temps, et ben, chaque minute passée doit être utile. Et dans ce contexte-là, il peut parfois être difficile au début de se dire: «OK, bah, là, en réalité, je viens de passer 1 heure avec ma fille. En réalité, on n'a rien fait d'intéressant, on n'a rien fait d'utile, à part jouer avec des bouts de bois». Et mais en réalité, ça a une valeur tellement plus importante, et difficile à quantifier d'un point de vue pratique, mais facile à quantifier d'un point de vue émotionnel, parce qu'elle te remplit d'ocytocine, de fierté, Ouais. parce que tu as l'impression de partager des moments de qualité et d'être à ta place, d'être là où tu es censé être, tu vois, d'être Mmh. aligné avec toi-même, avec ton cœur. Et donc cette redécouverte des choses simples, apprendre, c'est un truc moi que j'ai vraiment dû apprendre, c'est-à-dire apprendre le temps de perdre du temps. Et Mmh ça, mh. c'était quelque chose qui était absolument pas naturel pour moi.
Et ça a mis du temps, tu vois. D'ailleurs, au début, dans cette recherche d'équilibre entre les différentes sphères, j'avais fait des tableaux Excel, j'avais alloué des pourcentages, chacun avait sa case, et puis ma fille, elle avait ses cases qui leur étaient déterminées, ma femme aussi, etc. Et puis chacun était bien à son endroit. Puis j'avais des jolis diagrammes qui disaient, OK, je passe tant de pourcents de ma vie sur mon boulot, tant de pourcents à mon sport, tant de pourcents pour ma femme et Mmh. ma fille. Et ça me rassurait d'une certaine façon parce que dans cette espèce de chaos qui arrivait, j'avais du mal à trouver comment être suffisamment équilibré parce que je travaillais moins sur mon business principal. Alors je me culpabilisais en me disant, OK, je fais Mmh. pas ce qu'il faut pour ma boîte. Et à l'inverse, du coup, si je travaillais plus pour ma boîte, et ben, je culpabilisais parce que j'ai l'impression de ne pas être assez présent pour ma famille. Et si j'arrivais à verser dans ces deux sphères-là et que j'en oubliais la sphère personnelle, c'est-à-dire ma croissance personnelle, le sport, mon hygiène de vie, et ben, j'étais frustré parce que j'avais pas l'impression de faire ce qu'il fallait pour moi. Et du coup, au final, quel que soit l'endroit où je versais, j'étais tout le temps soit frustré, soit je me culpabilisais. Or, c'est des piliers qui sont interconnectés les uns aux autres et qui sont fondamentaux. Parce que tu vois, tu as parlé du sport, par exemple, et de l'hygiène de vie. euh, et tu te dis, bah, au final, peut-être que tu pourrais le laisser de côté. Mais d'un autre côté, c'est grâce à ça que tu peux être tout le temps un petit peu sur cette ligne de crête. Moi, j'aime bien parler de ligne de crête parce que j'ai l'impression de vivre la vie la plus intense possible. Mais marcher sur cette ligne de crête juste à l'équilibre, eh ben, ça te met proche du précipice. Et donc, il suffit d'une petite goutte pour tomber de l'autre côté. Et pour pas tomber, eh ben justement, il faut que tu aies un sommeil de qualité, que tu Mmh. aies une bonne énergie, et pour ça, une bonne alimentation, etc. Donc, il y a ce premier facteur-là. Et le second, c'est que, bah, il y en a même trois d'ailleurs. Le second, c'est l'exemplarité dont on a déjà parlé et les valeurs que tu as envie de montrer à ton enfant parce que tu as envie que ton enfant il se développe bien, qu'il mange bien, etc. Donc, évidemment, pour que ça se fasse, il faut que toi-même t'en sois l'exemple. Et le troisième point, c'est que j'ai envie de pouvoir raconter plein de choses à mes petits-enfants. Tu vois, il y a Mmh. cette inscription dans la durée et même de partager des choses avec mes enfants quand ils seront grands. Je trouve ça horrible, les enfants qui ont enfin, enfin oui, si, voilà, des enfants qui ont 30 ans ou 40 ans, qui du coup ont envie de bouger, qui sont en pleine énergie, etc. Et donc, dont les parents ne peuvent plus partager de temps avec eux parce Mmh. qu'ils sont diminués physiquement, tu vois. Et quelque part, c'est une perte de partage de temps de qualité dont les deux souffrent. Et donc, je pense que c'est une responsabilité en tant que parent aussi de voir sur le long terme et de se dire, OK, bah, moi, quand mes enfants auront 20 ans, j'ai envie d'être en pleine forme et de les emmener en haut du Mont Blanc. Donc, Ouais, puis leur mettre tu la vois, pâtée, quoi. Comment? Et leur mettre la pâtée. Voilà, Être en pleine forme, exactement. eux essoufflés, Bah, toi encore le côté modèle derrière. Moi aussi, j'adorerais ça, tu vois? exactement. Et tu vois, là, d'ailleurs, quand j'ai fait mon Mont Blanc, mon guide de haute montagne, il avait 67 ans et il Ouais. montait comme un bouquetin, tu vois. Alors que moi, je suis sportif, j'étais avec un gars qui fait des Ironman, donc qui était sportif aussi. Bah, je peux te dire qu'on avait du mal à suivre, hein. Bah, ça, c'est mon exemple. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est difficile de trouver, de comprendre, de garder cet équilibre-là, surtout dans un contexte chaotique. Et chaotique, c'est-à-dire que toi, tu as tes belles lignes sur ton tableau Excel. Mmh. J'en reviens à mon point de départ. Et ça m'a rassuré de faire ces diagrammes pour commencer à faire bouger les lignes dans ma tête et à me dire que, OK, je me définissais pas en tant que personne comme étant je ne définissais pas ma satisfaction de moi-même dans le fait de travailler 80 heures par semaine, plus que comme ça en tout cas. Mais d'un autre côté, avoir des lignes bien définies, eh ben, ça marchait pas. Parce que ma fille, eh ben, il y a des moments, elle fait des siestes plus ou moins longues, elle se réveille plus Ouais. ou moins tôt, elle a des envies à différents moments, etc. Et donc, j'ai été obligé de gommer ces lignes. Mais malgré tout, toute cette organisation quasi militaire que j'ai eue pendant des années, eh ben, même en lui apportant plus de flexibilité, elle me permet de faire beaucoup plus de choses dans ma journée que quelqu'un de lambda, malgré le fait que j'ai des enfants. Mais je pense qu'on passe tous par là, par cette notion presque de non-acceptation des choses. En fait, tu veux garder ton cadre comme avant. Plus rajoute Ouais, un enfant par-dessus. Tu vois, moi, quand j'ai eu, Nathan, au début, il a pas fait ses nuits durant 2 ans, hein. Pour autant, je continuais à faire mes séances de sport à 5 heures tous les matins, tu vois? Alors qu'au final, maintenant, avec le recul, je me suis dit: «En fait, j'ai été abruti de faire ça parce que j'ai, détruit mon sommeil». Là, j'en fais encore les frais aujourd'hui. J'ai perdu en force, très clairement, et cetera. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de ce comportement un peu buté, obstiné. Mais dans un sens, est-ce que également, passer par là n'est pas nécessaire pour après aussi s'adapter? C'est compliqué parce qu'un enfant, en fait, on peut pas y être préparé. Tout le monde dit constamment, en fait: «Ça va être compliqué, il va pas dormir», il tout le monde donne des conseils, sauf que chaque enfant déjà est, unique. Chaque parent est unique, chaque couple est unique, chaque contexte est unique et même si on nous apporte tous les conseils, on n'est jamais paré réellement à ce qu'est un enfant.
aux implications qu'il y a derrière, au stress même quand il naît. Un enfant, dans ses premières années, premiers mois, pardon, pour moi, c'est une source de stress constante. Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il a assez mangé? Est-ce qu'il fait ceci? Est-ce qu'il fait cela? Dès qu'il fait le moindre micro-mouvement dans son lit, il va bien, il est pas retourné, il est pas asphyxié. En fait, c'est juste une horreur complète. En fait, tu crois à chaque instant que ton enfant va mourir. C'est terrible. Je pense que tu l'as vécu aussi, en fait. Et en Ouais, plus, c'est ouais. qu'Aurélie, on dormait à côté, on faisait du cododo à l'époque, avec un lit qui grinçait à notre niveau comme pas possible. Dès qu'on se mettait, on se glissait tranquillement dans le lit pour qu'il y ait aucun bruit. Dès qu'il faisait un geste, on respirait plus nous pour qu'il se rendorme, parce que lui ne dormait pas du coup. Du moins, dès qu'il se réveillait, il était parti pour 2-3 heures d'éveil en pleine nuit, tu vois? Donc, il y a vraiment cette source de stress constante, effectivement, et vouloir garder un cadre, c'est nécessaire, je pense, on passe tous par là, mais il faut accepter rapidement de devoir le chambouler et potentiellement avoir un cadre plus large dans lequel on peut être souple, en quelque sorte. Te laisser des plages, en fait, grosso modo, en fait, où tu as rien de prévu pour justement compenser potentiellement un enfant qui dort pas cette fois-ci, compenser un imprévu et cetera. Il faut de la souplesse, je pense, de la rigidité et plus vite on atteint ça, plus vite on a l'esprit serein. Tu penses quoi? Ouais, bah, d'abord, je vais refaire une petite parenthèse, sur le stress parce qu'effectivement tu pointes quelque chose, d'hyper saillant. Moi, tu vois, bah, quand ma femme a accouché, on va commencer par là, la petite est sortie, on aurait dit un organe humain. Elle était violette avec la tête en tube et cetera. Je coupe le Moi aussi. cordon et puis on va un petit peu plus loin, tu vois, sur la table et là, elle la nettoie, tu vois, elle passe un truc, elle la pèse, machin et après, elle m'attend pour la prendre dans mes bras et moi, je suis en train de protester, je fais: «Attendez, attendez, je sais pas comment» et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, elle me l'avait mis dans les bras. C'était minuscule. J'étais là, Ouais. moi, je sais pas comment on porte ça, tu vois? Et là, paf, tu te retrouves propulsé dans la vie de papa alors que rien ne t'y a préparé. Même si en théorie, tu avais 9 mois pour t'y préparer. Moi, au début, quand ma femme est tombée enceinte, je me suis dit: «9 mois, c'est super long». Puis 15 jours avant, je me suis dit: «Oh putain, putain, ça arrive, ça arrive, ça arrive». Heureusement, elle avait déjà tout préparé, elle avait acheté tout ce qu'il fallait et cetera et je me souviens, je la charriais en lui disant, «Attends, là, tu t'y prends trop tôt, pourquoi t'achètes tout ça maintenant et cetera? On a le temps». Bah, au final, j'étais bien content qu'elle ait été prévenante et qu'elle ait préparé tout pour l'arrivée parce que justement tout était nickel et puis, s'il avait fallu compter sur moi, probablement que, ça se serait fait un petit peu plus, à la dernière minute. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, donc ce stress commence là et puis après je me souviens les premiers jours à l'hôpital, je la portais dans mes bras et elle avait sa tête parfois collée contre moi et j'avais systématiquement peur qu'elle s'étouffe. Parce que j'avais l'impression que son nez était collé Mmh. contre ma Oui. poitrine et je me disais: «Mais comment elle fait pour respirer?» et puis après, j'ai compris que le nez, il était bien designé et que même avec le nez écrasé contre toi et ben, l'air passait et qu'elle pouvait respirer. Mais c'est vrai, c'est un stress constant au début, c'est tout fragile, il faut lui maintenir la tête parce qu'ils savent pas tenir encore leur tête et cetera et ouais, c'est une découverte, tu vois? C'est une nouvelle découverte, qui a rien à voir avec ce que tu connais et puis ça paraît tellement fragile, tellement Mmh. dépendant, de toi, et puis bon et puis après il t'arrive quelques petits accidents de parcours, comme à tout parent, dont ils ont probablement honte de parler, mais qui, leur permet de relativiser parce qu'ils voient que malgré ces petits accidents, leur bébé est toujours vivant, ce qui est bon Bien signe. sûr. Moi, par exemple, quand elle avait 3 mois, je lui ai mordu le doigt. On jouait dans sa petite, piscine, elle avait une petite, un petit jouet en plastique, tu vois? Elle s'amusait à l'attraper et moi je m'amusais à l'attraper avec ma bouche et à un moment, elle avait mis son doigt, il était tellement petit, je l'ai pas senti sous ma dent et paf, j'ai croqué pour tirer le petit canard en plastique là et en fait, je lui ai mordu le doigt et elle a carrément eu du sang, tu vois? En dessous du doigt et cetera et je me souviens, ma femme, on devait aller voir le pédiatre, quelques jours après et du coup, elle avait le petit bout du doigt qui était un peu noir et puis, ma femme, elle voulait le dire au pédiatre et puis moi, je lui dis: «Mais non, regarde, c'est rien, ça nous arrive aussi et cetera, lui dis pas». S'il te Et plaît. j'avais tellement honte. Oui, oui, s'il te plaît. Mais voilà, mais donc c'était juste pour la petite parenthèse sur cette question de stress et ce stress d'ailleurs, tu vois, tous les stress se cumulent les uns aux autres quelque part, et font un petit peu le stress global de ta vie. Le Mmh. stress qui peut être positif comme négatif, hein, puisque le sport, par exemple, est une forme de stress, qui est hyper vertueuse, comme le stress, tu peux avoir du stress mental, enfin, tu as toutes sortes de stress et c'est vrai que, ben, quand tu es entrepreneur, tu as l'habitude d'en gérer tout le temps, des problèmes et cetera et tu as envie, de continuer à vivre de la même façon qu'avant, alors qu'il y a quand même un facteur de chaos qui vient Ouais. s'ajouter au reste et donc tu parlais du fait que tu continues à faire ta routine le matin à 5 heures du mat et tout. Moi, c'était pareil, j'avais l'habitude de faire mon sport, avant de partir au boulot, donc à 6 heures du mat et puis, comme ça à 7:30, j'avais fini ma séance et j'avais déjà fait quelque chose d'important pour moi et Mmh. j'étais prêt à attaquer la journée à pleines dents. Et comme toi, j'ai continué, comme ça et
Bah, il m'a pas fallu longtemps pour me faire un lumbago, le premier de ma vie, me coincer le dos comme ça. Première fois de ma vie que ça arrive, quoi, et vraiment bloqué de chez bloqué. Et voilà, tu vois, le fait déjà de la porter en étant dans des positions pas toujours très très Mmh. agréables parce que tu as envie qu'elle soit bien, donc tu as tendance à t'hyper-cambrer pour être, sûr qu'elle soit bien couchée et cetera. Tu te baisses pas toujours correctement pour la prendre 100 fois par jour, plus le stress cumulé, le manque de sommeil. Bah, voilà, j'ai fait un squat et puis sur mon squat, je me suis bloqué le dos, quoi. Donc c'est clair qu'il faut le prendre en compte, comme un facteur, contextuel supplémentaire, et pas le nier. Mmh. Et après, dans cette gestion plus flexible du temps, en fait, moi, j'ai changé juste ma vision des trucs. C'est-à-dire que j'avais les ingrédients de ma journée qui étaient très bien normés, très bien organisés, et j'ai laissé s'éclater un petit peu cette organisation-là, mais en gardant les briques. OK, j'ai une brique de 15 minutes de mobilité, j'ai une brique de machin, d'une heure de sport, OK. j'ai une brique de machin, et dans ma journée, bah, je les articulées, en essayant de garder quand même une logique, cohérente avec, mes zones de génie, mes zones d'énergie. Notamment, tu vois, le matin, j'ai une productivité qui est beaucoup plus importante que l'après-midi. Mmh. Donc, si j'ai des choses de deep work et cetera, je vais plutôt essayer de les faire le matin. De même que marcher un petit peu quand je me lève ou faire un peu de mobilité, ça me permet de me délier le corps et tout. C'est important pour moi de le faire quand je démarre la journée. Et puis le sport, tu vois, je vais plutôt le caler, justement dans l'après-midi, en fin d'après-midi, au milieu d'après-midi quand je peux le caler, tu vois. Mais donc, il va y avoir plus de flexibilité par rapport au moment où je fais les choses, mais je garde les mêmes ingrédients dans ma journée, la même façon dont elle est normée. Je reste très, très fixe sur mes horaires, de coucher et de lever, parce que ça, c'est hyper important pour la qualité de mon sommeil. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai eu un mauvais sommeil, j'ai beaucoup travaillé à l'optimiser. Et d'ailleurs, c'était ma plus grosse angoisse, moi, quand j'ai eu un enfant, quand Mmh. ma femme est tombée enceinte. Le truc qui me faisait le plus peur, c'était, OK, si je dors pas la nuit, comment je vais faire pour continuer à faire tout ce que je fais dans mes journées? Ouais. Ah mais je l'ai vécu effectivement, Nathan, durant 2 ans, on n'a pas dormi. Il avait jusqu'à 5 réveils par nuit. 5 réveils, ça fait beaucoup sur une nuit de 8 heures. C'est Ça fait énorme. vraiment, vraiment beaucoup et à Surtout si l'époque, tu j'étais mets une heure à t'endormir. ouais, oui, en plus, oui et à l'époque, j'étais encore salarié et en fait, c'est un enfant qui a hurlé quasiment pendant 2 ans de sa vie. Je partais le matin, au travail ou au sport, ça dépendait, il criait. Je rentrais le midi, il pleurait. Je repartais le midi, il pleurait. Je rentrais le soir, il pleurait, tu vois? Et depuis la rue, je l'entendais. Donc tu avais l'angoisse, juste tu sors de la voiture, tu entends des cris, tu dis: «Putain, c'est bon, allez, la deuxième vie commence, j'y vais» et là, forcément, en plus, Aurélie me le passait, ce qui est normal pour qu'elle puisse survivre parce qu'elle était avec toute la journée, tu vois? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a fait appel à une consultante en sommeil spécialisée pour les enfants et qu'en une semaine, c'était réglé. Donc Ah d'une ouais? part, c'est génial. D'autre part, tu te dis: «Putain, j'ai traîné ça durant 2 ans». Je connaissais pas l'existence de cette personne-là. J'aurais su 2 ans plus tôt, ma vie aurait changé, tu vois? Mais bon, c'est Boum! comme ça, tu en fais les frais, quoi. C'est comme ça. Tu Ça découvres, tu te formes, tu apprends des choses, c'est comme ça que tu avances aussi C'est et probablement le plus beau hack que tu vas partager dans ce podcast. ah mais ça nous a changé la vie. Maintenant, Aurélie collabore avec elle, régulièrement, bah, même plus que régulièrement, elles travaillent ensemble tout court et pour une deuxième enfant, ça nous a changé la vie parce qu'on avait toutes les clés pour les faire dormir et en plus, quand tu connais ces clés-là, tu peux, prédire les siestes et la durée des siestes et ça, c'est royal quand tu es entrepreneur. Tu te dis tu sais que tous les matins à 9 heures, il est couché jusqu'à 11 heures. Des fois, il se lève plus tôt, certes, mais tu sais qu'à partir de 9 heures, tu peux commencer à bosser efficacement pendant au moins 1 heure et demie. Et après, c'est que durable si jamais il va jusqu'à 11 heures, tu vois? Ça, c'est un vrai luxe aussi de pouvoir contrôler les siestes de ses enfants et même pour eux aussi. Parce qu'aujourd'hui, on sous-estime le besoin en sommeil des enfants. Déjà qu'on le sous-estime pour les adultes, c'est encore pire pour les enfants. Ça donne des enfants qui sont moins bien développés parce que le sommeil est essentiel au développement cérébral et neuronal. Des enfants qui sont constamment irascibles, énervés, sous l'emprise du sucre aussi pour tenir sur le coup en termes de, ressources énergétiques. Il y a tellement de conséquences par rapport à ça, effectivement, que le sommeil des enfants devrait être enseigné partout, quoi, très Mmh. clairement et à nouveau également celui des adultes et je sais pas si, tu partages mon avis aussi, c'est une parenthèse que je fais, mais qui m'importe parce que j'en ai peu parlé avec des parents jusqu'à présent, avec des papas. Moi, j'ai la conviction qu'une femme devient mère dès qu'elle est enceinte et qu'un père devient père quand la femme a accouché et du coup, je dis ça parce que ça rebondit un peu à ce concept. En fait, toi, tu as rien anticipé, tout comme moi à l'époque, alors que ta compagne et la mienne ont anticipé les choses, toi. Parce que pour moi, elles étaient mères bien avant nous. Bien sûr, et je dirais même, plus loin qu'après la naissance. Parce que, OK, il y Oui, a la c'est vrai, ouais, naissance même qui est plus là, mais loin, en ouais. fait, Ouais. c'est une découverte et cetera. Et en réalité, bah, le père au début, bah, moi j'ai essayé d'être,
d'être Mmh. hyper présent entre guillemets, c'est-à-dire que changer les couches, etc. En fait, si tu veux, ma femme allaitait, donc moi je m'étais acheté des bull cases, un masque de sommeil, etc. De telle sorte à ce que la nuit, j'essayais de pas trop me réveiller. J'ai eu de la chance parce que ma fille, et là je suis désolé de te le dire, mais ma fille a tout de suite relativement bien dormi. Elle se réveillait pour téter, mais on faisait du cododo, donc ma femme Mmh. la prenait dans le lit à côté, lui l'allaitait, et puis moi avec mon masque, mes bull cases, etc. Je me réveillais pas ou à peine, tu vois. Et donc, je me rendormais relativement rapidement. Donc, mes nuits ont quand même été relativement préservées. Et dès le début, on a imposé un rythme très strict, entre guillemets, à notre fille et à nous aussi, d'ailleurs, sur les horaires de coucher. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, hein, encore. On essaie toujours de. On n'est pas du tout ce genre de parents et donc, quand je dis ce genre, c'est pas du tout péjoratif, mais on va pas aller emmener notre fille, je sais pas, au restaurant, en soirée, etc. Et puis Mmh. se dire, ok, c'est pas Non grave si elle plus. se couche à 23h ou à minuit, et puis machin. Non, 99% du temps, sauf occasion exceptionnelle, c'est-à-dire Noël ou un tour au parc Disney, etc. Elle est couchée à la même heure tous les jours, Mmh. et puis après, elle se réveille quand elle se réveille le matin, mais globalement à la même heure. Elle fait ses siestes à la même heure tous les jours. Enfin, elle est hyper cadrée. Et je pense que ça, c'est hyper important justement pour la qualité de sommeil des enfants, mais aussi pour organiser ses journées en tant que parent. Et donc voilà. Et donc ma femme allaitait, et donc moi en compensation, on va dire, pendant la journée ou quand il fallait changer la couche, c'est moi qui la changeais. Donc je me levais, etc. Je la changeais, je m'occupais de changer les couches. Donc il y avait comme ça ce petit partage de couple. Et mais malgré tout, tu vois, à part ça, et donc je faisais aussi du pot à pot. Donc j'avais un t-shirt, je la mettais en pot à pot, et parfois j'étais en train de bosser. Elle était collée à moi comme un petit koala, un petit kangourou, collée sur ma peau, et puis elle dormait là, elle était bien. Puis en plus, tu vois, c'est bien parce que tu es en train de bosser et tu es perfusé à l'ocytocine. Donc tu produis, tu produis, tu produis. Et donc tu es plutôt heureux. C'est plutôt chouette comme sensation. Mais pour autant, tu vois, la relation que tu as avec, enfin, en tout cas, que moi j'ai eu avec ma fille la première année, elle était belle, hein. J'ai trouvé ça merveilleux, etc. Mais c'est quand même pas la même que celle de la mère avec sa fille, tu vois. Oui. Elle allait, etc. Elle l'a porté toute sa vie. Et comme au début, ben, forcément, les capacités de communication de l'enfant sont limitées. Et ben, c'est toi qui la sollicite, qui la prend dans tes bras, qui lui fait des câlins, mais il n'y a pas de retour direct, tu vois. Et donc, c'est toi qui vas la stimuler avec, je sais pas, sur le tapis d'éveil, avec des jouets, lui faire attraper une balle. Donc, tu es content de faire tout ça. Mais moi, je trouve que je me suis vraiment senti père et pleinement père avec une réelle relation avec ma fille quand elle a commencé à pouvoir interagir avec moi. Mmh. C'est-à-dire avoir envie de me faire un câlin, un bisou, à communiquer, tu vois, à montrer de l'intérêt. Tu vois, il a fallu peut-être que c'est le fait aussi que les hommes sont plus cartésiens et moins émotionnels que les femmes, même si je le suis devenu beaucoup plus depuis que j'ai une fille et je suis beaucoup plus tourné sur mes émotions. Le fait d'avoir une interaction avec réelle, donc avec un répondant qui soit pas unilatéral mais bilatéral, a vraiment pour moi marqué le début de, de ma sensation d'être réellement père. Même si je l'étais avant, tu vois, ça a vraiment donné une dimension différente, je trouve, à ma sensation, à ma paternité. Je sais pas si ça t'a fait ça Mmh. aussi. Si, si, je te rejoins à 100, d'autant plus que Nathan et moi, mon 1er fils, c'était très compliqué au début, heu, voire violent. Pas moi envers lui, mais l'inverse, lui envers moi. Il était tellement proche de sa mère après, accouchement difficile et cetera, prématuré, au début, j'étais salarié, Aurélie restait à domicile pour s'en occuper. Du coup, la relation était très forte entre eux et moi, j'étais un peu l'intrus, tu vois? Dans cette relation-là. Donc j'ai encore les cicatrices de ces conflits-là, des morsures jusqu'au sang, des chemises déchirées avec des morsures et Ah tout. ouais, C'était très à ce violent, ouais, point-là. ouais, c'était vraiment très, très violent. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux depuis qu'il est un peu plus grand, depuis qu'on partage des choses aussi de mecs. Parce que l'avantage d'être un homme avec un garçon, c'est qu'on peut chahuter. Et lui a besoin de ça en tant que petit garçon. Il aime chahuter et cetera et avec sa maman, c'est pas possible. Aurélie, est 2 fois moins lourde que moi et cetera. Elle a moins de force, c'est normal. C'est entièrement normal. Du coup, Nathan se défoule contre moi et on s'éclate maintenant. Vraiment, on s'éclate à 100. Je vais apprendre des méthodes de Krav Maga. Des fois, il me les fait à mon insu. Des fois, il me fait des pics à la gorge, tu vois? Je suis tranquillement allongé, il me fait pique à la gorge. C'est bien le tout, mais calme-toi, ça fait quand même un peu mal, tu vois? Donc maintenant la relation est véritablement instaurée, mais effectivement, comme tu l'as précisé, durant les premières semaines, premiers mois, voire quasiment les premières années, heu, tu es père sans être père, effectivement, parce que tu as pas ce retour immédiat comme tu l'as dit et en plus la connexion ocytocinergique, parce qu'on parle de cette hormone depuis tout à l'heure, est moins forte entre
forcément une mère qui a accouché par voie naturelle en plus et un père qui à nouveau s'est greffé à l'équation et encore plus un père qui, comme moi, a été entre guillemets «vraiment absent» quasiment toutes les journées pour le travail. Travail salarié encore une fois. Là où pour Raphaël, j'ai eu cette relation, on va dire, fusionnelle beaucoup plus tôt. Tu vois, Raphaël maintenant a 17 mois, ça fait déjà quasiment, 7-8 mois, voire 1 an, qu'on a des signes vraiment de relation plus fortes, père et fils, entre lui et moi, que Nathan et moi à l'époque. Il y a Mmh. pas de morsure déjà, tu vois? C'est déjà un bon signe ou des morsures, on va dire, qui contrôlent et pas qui sont là pour me nuire directement et volontairement. Donc il y a une vraie différence. Donc oui, je te rejoins à 100 effectivement, mais pour moi, on n'est pas père, au moins tant qu'on n'a pas pris l'enfant et effectivement, mais ce processus dure encore plus longtemps et c'est là que c'est compliqué, je trouve, parce qu'en plus, ça crée parfois des dissonances dans un couple Mmh, où, complètement. Aurélie me l'a souvent reproché, je peux le comprendre, hein, comme quoi j'étais pas assez investi dans la préparation de l'accouchement. Sauf que Ouais, pour moi, c'était pas tangible. Même pour le deuxième, c'était ouais. pas tangible, en fait. Il y avait rien de concret. Si ton ventre est plus gros, OK, ça bouge dans ton ventre, OK, mais c'est pas concret, quoi. Donc effectivement, j'ai moins de charge émotionnelle à mettre dans l'accouchement que toi, tu en avais. Parce que toi, il est en toi, tu le ressens. Tu le portes tous les jours. Moi, je te vois juste changer et c'est différent. Ouais, ouais, complètement, je te rejoins complètement sur ce point-là et tu vois et sur cette relation aussi, il faut tu te dis enfin, moi, en tout cas, j'avais l'image que, bah, ton enfant, il a plus ou moins la même relation avec son père qu'avec sa mère et comme tu le dis très bien, et ben, cette relation, elle évolue au fur et à mesure du temps et Mmh. elle peut être très fusionnelle avec la mère, à certains moments et moins à d'autres d'ailleurs et tu vois, avec Lucie, ma fille, il y a eu des moments, il y a eu, bon, des moments plus rares où elle a été hyper fusionnelle avec moi et pas du tout avec sa mère et à l'inverse, beaucoup plus nombreux, où elle était hyper fusionnelle avec sa mère et beaucoup moins avec moi. Et donc toi, tu peux te sentir un petit peu à l'écart. Et en réalité, tu vois aussi que ton rôle, il est différent. Comme tu le dis très bien, tu vois, ma fille, elle adore jouer avec moi pour aller faire du mouvement, bouger. Alors, je fais une parenthèse, mais ça, c'est quand même un truc dingue. Tu vois, moi, je bouge beaucoup. J'aime bien, quand je dis je bouge beaucoup, c'est que j'aime bien mettre du mouvement dans mes journées, en plus de mon sport, de Mmh. marcher à quatre pattes. Tu vois, j'ai envie que ma maison, elle soit comme un terrain de jeu géant et une opportunité constante d'exercer mes habiletés physiques. Et donc là, tu vois, je suis à mon bureau, chez moi. Si je veux aller dans la cuisine pour aller me faire un café, bah, peut-être que je vais y aller en quadrupédie. Il y a une barre de traction dans l'embrasure d'une porte. Je vais peut-être aller me suspendre et m'amuser à faire deux, trois trucs avec. Enfin, tu vois, j'aime bien faire des trucs comme ça, ou peut-être un peu de mobilité ou des choses comme ça. Et donc, ma fille, en me voyant faire ça, eh ben, les enfants se construisent par imitation. On en revient à Mmh. cette notion d'exemplarité, l'importance de l'exemplarité, parce que les enfants se construisent par imitation en regardant au début principalement leurs parents. Et donc, elle adore faire comme moi. Et donc, elle s'amuse à marcher à quatre pattes comme moi, etc., à faire des mouvements, à essayer de faire des roulades, etc. Et elle se suspend à des barres alors que, enfin, Génial. quelque part, elle n'a pas de force, tu vois. Enfin, tu te dis qu'elle n'a pas de force. Et en réalité, elle reste suspendue au bar, mais pendant, je sais pas, 20-30 secondes. J'étais en dead angle, comme ça. Moi, j'étais hyper Mmh. impressionné, hein. Je suis sûr que ma femme, elle tient pas aussi longtemps. Donc, vraiment, vraiment, c'est impressionnant, tu vois. Et donc, bref, tout ça pour revenir au fait que j'ai beaucoup plus cette relation justement du jeu. Pareil pour lire les histoires. Le soir, c'est moi qui fais l'histoire et tout. On a notre petit rituel du soir, chanter des chansons, enfin plus sur des activités pratiques et physiques. Euh, donc, pratiques, physiques, éducatives, voilà, intellectuelle d'une certaine façon, et même si elle peut en avoir aussi avec sa mère, hein, bien sûr. Et sa mère, à l'inverse, tu vois, dès qu'elle a besoin d'être consolée, quand elle se Oui. lève le matin, machin, etc., tu vois, il y a beaucoup de moments, ça reste son référent d'une certaine façon, sa sécurité, l'amour, etc. Et du coup, on a des relations qui sont différentes. Et c'est vrai qu'au début, eh ben, ça va, j'ai pas mal vécu, tu vois, mais c'est vrai que ça fait bizarre au début de se sentir, comme tu dis, peut-être un petit peu exclu, ou de sentir pas qu'il y a moins d'amour, mais qu'il y a moins en tout cas de signes, de Mmh. câlins, de choses comme ça, etc. Alors maintenant qu'elle est un peu plus grande, il y en a plus, tu vois. Mais malgré tout, ça peut être frustrant si, tu vois, par exemple, elle pleure, tu la prends dans tes bras, tu essaies de la consoler, et en fait, elle crie maman. Et là, tu as envie de lui dire, mais Mmh. non, c'est bon, papa, c'est bien aussi. Et non, et voilà, et donc voilà, donc c'est une découverte aussi, tu vois, dans la parentalité, dans l'équilibre du couple. Après, nous, on communique beaucoup l'un avec l'autre, et je veux dire, ça n'a jamais posé de problème de jalousie ou quoi que ce soit l'un avec l'autre. Mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris, tu vois, que j'avais pas anticipé à la base. Non, mais je le partage avec toi. Après, Raphaël appelle tout le monde papa, donc c'est l'avantage, pour l'instant, parce qu'il est encore petit. Mais toi, hier, il s'est mangé un bon coin de meuble. Je le prends dans les bras, il me fait un gros câlin, mais dès que sa mère arrive, c'est les bras vers la maman, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il y a pas encore cette notion de «j'appelle maman». Il le fait si je suis tout seul, mais dès que la maman rentre dans l'équation, effectivement, et bien, automatiquement, il va vers elle. Mais c'est Et vrai que d'ailleurs, pour excuse-moi, revenir je te fais juste une toute petite parenthèse par vas-y. rapport à ça, où effectivement la relation elle est complètement différente aussi, quand la Oui, mère est là ou je vois ce pas. que tu veux dire, Et ouais, du ouais. coup ça moi j'aime bien, tu vois, les week-ends, d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Dans le fonctionnement de notre couple avec ma femme, pour continuer à faire beaucoup de choses, ben, on n'est pas du tout, bloqués et cetera, l'un avec l'autre, et on se dit: «OK, ben, toi tu as un concours de cheval ce week-end, bah, tu pars tout le week-end, moi je Mmh. garde la petite», Nous et aussi, ouais. inversement, moi j'ai envie d'aller faire le Mont Blanc, bah, je vais faire le Mont Blanc, tu gardes la petite. Et je trouve ça bien parce que déjà, ça permet de conserver notre liberté, notre Mmh. volonté d'apprendre, de continuer à faire des choses, etc. Donc, ça nous permet de ne pas nous oublier, nous, personnellement. Et en plus de ça, et donc c'est là où je reviens à ma première parenthèse, ce que je voulais dire initialement, c'est que dans ces moments-là, quand Constance, par exemple, est en concours de cheval, qu'elle part tout un week-end et que je suis tout seul avec ma fille, on a une relation qui est complètement différente. Ouais. Et je trouve que c'est important, tu vois. Et je me dis, il y a des parents qui, enfin, j'en connais des couples d'amis qui restent tout le temps ensemble avec leurs enfants, etc. Et donc, je pense qu'ils ne connaissent pas ces moments ces dynamiques de force, entre guillemets, différentes. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai une relation qui est beaucoup plus fusionnelle, etc., avec ma fille. Et on passe vraiment des moments différents. Ouais. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit, mais avant ça, effectivement, les enfants, je partage avec toi le fait qu'ils ont beaucoup de force. Moi, mon fils, du coup, le plus grand, me voit très souvent faire de la musculation parce que j'ai ma salle à la maison. Autour des 3 ans, il prenait un poids de 10 kilos, il le portait, toi. Eh ouais. Il le tenait comme ça avec ses bras, il le tenait. Et un jour, j'avais fait une séance un peu de cross training à l'extérieur avec une boîte, une box en bois pour sauter dessus avec une corde, tu sais, la corde, en mode CrossFit, et aussi avec une kettlebell. Il a fait pareil que moi. Il Eh faisait ma série, je me reposais, il faisait la sienne, tu vois? Et j'ai filmé et il se dépensait à 100. Et c'est fou à quel point on peut impulser des choses chez des enfants en leur montrant l'exemple. bien Cette sûr. notion de neurone miroir et cetera, de faire comme papa, et c'est important justement à nouveau d'être exemplaire, je pense, pour ses enfants. Du moins, c'est une valeur forte que toi et moi on partage. Et après pour cette notion effectivement d'avoir, des comportements différents quand on est seul ou en couple, effectivement je le vis, à mon niveau aussi. Et en plus, on a un enfant qui est assez compliqué, pour de nombreuses raisons, peu importe, c'est pas important ici. Mais en fait, quand on est seul, donc soit Aurélie et Nathan, soit Nathan et moi, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y a pas le deuxième parent qui peut interférer avec le premier. Parce Mmh. que souvent, par exemple, quand je dis non à Nathan quand on est 2, c'est après: «OK, je vais demander à maman». Donc maman, elle dit non, tu vois? Et là, du coup, les tensions commencent à naître. Mais quand on est seul, en fait, il sait que le non, en fait, il y a personne d'autre sur qui se reposer. Le non, il est ferme. C'est comme ça, bonhomme. Maintenant, effectivement, tu peux réagir émotionnellement, tu as le droit. Écoute tes émotions, défoule-toi s'il faut dans la salle de sport. Tu as un punching ball, va taper dessus. Dans tous les cas, le non est irrévocable. Et après, c'est comment on avance autrement et comment on compose autour du non. Mais quand on est 2, c'est plus compliqué parce qu'après, OK, bah, maman, elle a dit oui. Ah non, elle a pas dit oui, maman, elle a dit ça. Si, elle a dit oui. Et après, ça part un peu en live, tu vois? Donc je pense effectivement qu'avoir ces sas-là, c'est important à la fois pour la personne aussi qui sort de la maison, parce que ne pas avoir ses enfants durant un week-end, ça fait du bien aussi, pour les retrouver, les apprécier à nouveau. Des fois, c'est Bien salvateur, des sûr. fois, c'est même nécessaire. Et également pour la personne qui reste à la maison parce que la relation n'est pas la même avec l'enfant, ou les enfants en l'occurrence, pour ma part. Ensuite, je voulais savoir David, tu es une personne qui est très organisée de base. Tu l'es encore? Tu as dit que tu avais fait des graphiques et cetera pour ta fille, pour anticiper machin, machin. Mais à quel point la naissance de ta fille t'a impacté au niveau business? Si on reparle du côté business maintenant, en termes d'organisation, en termes de gestion du temps, en termes de priorisation, en termes d'objectifs, est-ce que tu les voir à la baisse, les augmenter? Comment tu as pu gérer tout ça? À la fois réellement techniquement et également presque émotionnellement, parce qu'il y a une grosse dimension émotionnelle. Comme tu l'as dit au début de l'échange, un business, au début, c'est un bébé et c'est encore ton bébé d'ailleurs aujourd'hui. Un peu moins, mais ça reste ton bébé. Du coup, comment tu as pu vivre ça en termes de potentiellement de frustration? Est-ce que tu as pensé au boulot quand tu étais avec ta fille? Est-ce que tu as réussi rapidement à ne pas y penser? Est-ce que tu as pensé à elle quand tu étais au boulot? Est-ce que tu as des regrets, des remords? Comment ça se passe? Bah, déjà, je suis, sur la partie organisation, je suis hyper discipliné. Donc, à partir du moment où je dis qu'il faut faire quelque chose, je le fais. Quoi qu'il se passe quelque part. À partir du moment où je m'engage ou que où je me le dis dans ma tête, je le fais, tu vois? Donc ça, c'est déjà un premier point, et ma discipline, elle a pas changé depuis que j'ai eu un enfant. La façon dont j'organise mes journées, oui, mais ma discipline, pas. Donc je continue à faire, quelque part tout ce que je pense devoir faire, et cetera. Après, il y a eu, une forme de priorisation forcément, et de sacrifice, tu vois. J'aime faire beaucoup de choses dans ma vie, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes que d'autres, et par exemple regarder Netflix le soir, c'est pas quelque chose d'important pour moi. Donc Mmh. par exemple, je regarde peu la télé, on a un rétroprojecteur dans la chambre. Quand on décide de regarder un film avec ma femme, c'est un vrai moment qu'on décide de partager, on n'a pas de télé à la maison,
Et donc, je veux dire, c'est une vraie activité en soi. Et on n'allume pas la télé comme ça par défaut et tout. Donc déjà, ça me permet potentiellement de bénéficier de mes soirées pour avancer sur des sujets, pour lire, pour apprendre. Bref. Donc, tu vois, c'est un premier type de sacrifice. Un deuxième type de sacrifice, c'est ma vie sociale. Elle existe, mais elle est beaucoup moins importante et intense que plein d'autres gens. Moi, je vais pas faire des after-work le jeudi soir, le Mmh. barbecue chez un ami le vendredi, etc. Peut-être que je vais voir des amis une fois toutes les 2 semaines, tu vois, et ça sera juste un repas. Donc, j'ai pas la même demande non plus à ce niveau-là. Euh, Idem sur la consommation, par exemple, d'alcool, etc. Je bois pas d'alcool, sauf justement quand je fais un dîner une fois toutes les 2 semaines, et puis je vais boire un verre ou deux, tu vois. Donc, j'ai pas assez. Et je parle de ça parce que il y a quelques années, j'étais à l'opposé de celui que je suis aujourd'hui. J'avais beaucoup d'addictions et en fait, je m'aperçois que je perdais énormément de temps à me remettre de mes soirées, des drogues que je consommais, du manque de sommeil, de la mauvaise qualité de sommeil, de ma mauvaise alimentation, etc. Et donc, le fait d'avoir une hygiène de vie irréprochable me permet aussi, tu vois, d'être plus productif, plus énergique, plus créatif, avoir plus d'impact quand je travaille. Tout comme le fait de connaître mes plages de productivité maximale, comme je te disais le matin, c'est là où je suis le meilleur et donc je peux m'organiser des périodes de deep work. J'aime bien me lever tôt, très tôt, alors qu'avant j'étais plutôt un lève tard, et ben parce que je me couchais hyper tard aussi d'ailleurs. Et ben maintenant j'ai plutôt tendance à me lever vers 5h30, 5h45. Ma fille, elle se lève plutôt vers 7h30, 7h45. Donc, ça me laisse déjà 2 heures le matin Mmh. tranquille pour faire mes trucs. Donc, tu vois, il y a aussi toutes ces choses-là qui jouent la façon d'être suffisamment intelligent dans l'organisation de ton temps pour l'utiliser au mieux. Et ça, quelque part, c'est un héritage que je tire d'une période où j'étais beaucoup plus organisé avec des routines qui étaient très précises, etc. Même si aujourd'hui, mon emploi du temps est moins millimétré, j'ai gardé les grands enseignements de cette organisation chirurgicale. Et après, tu vois, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les différents piliers, le pilier familial, le pilier hygiène de vie, sportif, croissance personnelle et le pilier business, entrepreneuriat. En fait, ils se nourrissent un petit peu les trois les uns les autres. Et entre travailler 80 heures par semaine et puis en travailler peut-être que 45 ou 50, mais de façon plus intelligente parce que et ben, tu es plus reposé, tu es sur cette ligne de crête. Je reviens à ma ligne de crête, mais en pleine possession de tes moyens et pas sur la ligne du rasoir à moitié mort et toujours à fleur de peau parce que tu es énervé, tu as trop de stress, tu n'arrives pas à le gérer, tu n'arrives pas à le manager. Bah, en réalité, tu vois, les temps que je passe en famille avec ma fille, ben, me nourrissent d'ocytocine, on en a parlé tout à l'heure, mais me permettent aussi de me libérer l'esprit parce que sinon, il est toujours sollicité, toujours focus, toujours en train de régler des problèmes. Bah, le fait de lui offrir un peu de liberté, qu'il soit juste ouvert, tu vois, un peu comme il y a beaucoup d'études qui pointent les bienfaits de la nature Mmh. sur la gestion du stress, la santé, etc. Et même sur l'intelligence. Il y a une étude d'ailleurs assez marrante qui a été faite, on demandait aux gens de retenir une suite de mots, et ensuite ils marchaient pendant 1 heure, soit en ville, soit dans la nature. Et ben, ceux qui avaient marché dans la nature, ils avaient une rétention qui était 2 fois meilleure. Et après, on s'est dit, ouais, mais c'est peut-être parce qu'ils étaient en train de marcher alors que les autres étaient assis. Pardon, ouais. Et donc après, ils l'ont fait, ils étaient tous assis dans des salles, sauf qu'il y en avait dans des salles avec des photos de paysages urbains et d'autres avec des photos de paysages naturels. Ben, ceux qui étaient dans les salles avec les paysages naturels avaient aussi ce taux de rétention qui était plus important. Et en fait, la nature a ce pouvoir de défocus. C'est-à-dire que ton esprit, ton cerveau, il n'est pas focalisé sur une tâche en particulier. Il est ouvert, tu vois, son champ de vision est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large. Et le cerveau, il en a besoin de ça, tu vois. Ça lui permet de fermer ses buffers, d'organiser un petit peu sa pensée, etc. Et ben moi, ces moments-là, j'en manquais. Même si j'allais marcher, etc. Quand je vais marcher, en général, j'écoute des podcasts. Tu vois, je suis toujours en train de faire quelque chose, en train de penser, en train de réfléchir. Tu vois, les seuls temps morts que je pourrais avoir, ou par exemple, imaginons, je prends la voiture et je décide de ne pas mettre de podcast, et ben même là, je vais être en train de réfléchir à mon boulot, de réfléchir à comment résoudre tel problème. C'est très rare les moments dans mon esprit. D'ailleurs, même quand ma femme me raconte ses journées, ça a été un gros problème pour moi. J'avais tendance assez rapidement, parce qu'elle donne trop de détails et du coup, ça me lasse, à partir dans mes pensées, à partir sur autre chose. Et donc, avoir plus de pleine conscience du moment présent, pour moi, ça a été un vrai défi. Et ma fille, tu vois, m'a aidé à ça. Et donc, ces moments où j'apprenais à prendre le temps de perdre du temps, comme j'aimais bien le dire, eh ben, c'était des moments qui, en final, permettaient à mon cerveau de se régénérer et d'être plus frais, plus efficace, plus productif, moins stressé quand il avait des problèmes à gérer.
Donc, tu vois comment le fait de passer 1 heure, par exemple, avec ma fille, me permet d'être plus efficace dans mon boulot. De même que sur la partie sportive, etc. Tu vois, tu parlais de musculation tout à l'heure. Il y a un truc qui est génial avec la muscu, et comme avec plein d'autres sports, parce que là, tu vois, par exemple, je fais plutôt du trail, parce que je fais des Spartans, etc. Donc, j'ai quand même gardé une dimension de force, mais bref. C'est que la progression est assez linéaire. De Mmh. séance en séance, tu t'améliores. Tes efforts sont récompensés par de la réussite. Et donc, plus tu mets d'efforts, en général, plus ta réussite est importante. C'est pas du tout le cas dans l'entrepreneuriat. Le temps que tu passes à réaliser quelque chose est très rarement corrélé avec la qualité du résultat. Souvent, quand tu lances une boîte, au début, tu travailles comme un chien, tu travailles tout le temps, non-stop, et tu as très peu de résultats. Et après 3 ans, 2, 3, 4 ans, ça dépend des business, parfois quelques mois, et ben à l'inverse, tu commences à avoir beaucoup de résultats et potentiellement à pouvoir te permettre de passer un petit peu moins de temps parce que tu as pu déléguer, engager des gens, etc. Il y a des choses qui sont mieux structurées, des process qui sont mis en place. Et donc, cette dissonance entre le temps investi et la qualité des résultats, dans l'entrepreneuriat, peut être frustrant. D'autant plus que parfois, tu es très investi et tu as des bâches qui t'arrivent, etc. Tu vois. Et donc, psychologiquement, ben, c'est comme un capitaine au milieu de la tempête. C'est pas toujours facile à manager, surtout dans des contextes dégradés comme on a eu récemment avec le Covid, la crise des semi-conducteurs, l'inflation, les pénuries énergétiques, les gilets jaunes, etc. Tout ça, moi, c'est des trucs qui m'ont fortement impacté, en tout cas d'un point de vue business, et avoir d'autres choses qui vont bien sur lesquelles te reposer. Par exemple, ton sport où tu te vois progresser. Par exemple, ta fille que tu vois grandir et dont le sourire, le simple sourire t'émerveille pour la journée. Toutes ces petites choses à côté te permettent de garder le cap. Et quand tu te retrouves face à tes salariés et qu'en fait, tu as peur parce que tu t'aperçois que tu perds 80 000 euros tous les mois et que à ce rythme-là, dans 6 mois, tu mets la clé sous la porte, eh ben, tu vas pas leur montrer cette peur-là. Tu vas être un capitaine fort à la barre de son navire, tu vas prendre les décisions qui comptent, parce qu'en réalité, c'est ça ton rôle. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et pour prendre les bonnes décisions au bon moment, il ne faut pas travailler 80 heures par semaine. Il faut que quand tu travailles, tu sois pleinement maître de tes capacités. Et donc, j'ai vraiment modifié ma façon de voir l'organisation du temps. Et pendant longtemps, tu vois, je culpabilisais de réduire mon temps de travail. Et là, je culpabilisais plus parce que je m'apercevais que j'étais plus efficace quand je travaillais et je prenais de meilleures décisions et qu'en réalité, c'était ça mon rôle en tant que chef d'entreprise. C'est super intéressant et je vais rebondir par rapport à un élément, autour duquel j'ai échangé avec Barthélémy Fent, que tu vas connaître du podcast Extraterrien. Ça te Tout à parle fait. peut-être, je pense. Je l'ai On a fait un reçu aussi, ouais. podcast sur mon podcast récemment ensemble. On a enregistré, je crois, la semaine dernière, au moment où on se parle, toi et moi. Et en fait, tu parles vraiment d'éléments, tu parles de musculation, tu parles de ta fille, qui sont presque des éléments ressources, on va dire, auxquels Tout tu à peux te fait. raccrocher. Ça fait un peu PNL, hein. Très clairement, on est en plein dedans. C'est vraiment des éléments ressources. Même si tout va mal autour, tu peux te raccrocher à ça parce que tu excelles un peu dans ces domaines-là, tu vois? Quand tu es avec ta fille, tu excelles avec elle, en quelque sorte. Quand tu es au sport, tu excelles parce que tu te dépasses. Et lui, il m'a partagé une histoire d'une interview qu'il a fait avec Florent Manodou, je crois, de mémoire, qui était le plus jeune en équipe de France, dans une super équipe de France à l'époque, qui performait, qui cassait tout. Et lui se disait, d'après ce que m'a dit Barthélémy, ce qu'il m'a partagé, qu'il était sur le plongeoir. Florent n'était pas dans le stade réellement, pas vers la piscine en quelque sorte, mais dans sa tête, il est dans la salle de sport. Parce qu'au niveau du sport, il éclatait tout le monde au développé couché. Il les pliait tous, malgré le fait qu'il était le plus jeune. Donc c'était un peu sa ressource à lui, à se dire: «OK, certes, les mecs autour de moi, c'est des monstres, mais ils sont pas invincibles. Parce qu'au décès, moi, je les éclate. Donc j'ai la force de les battre aussi ailleurs». Et c'est un peu ce que tu dis, que tu partages là, j'ai l'impression, que tu as des éléments ressources dans ta vie, ou même si jamais au niveau pro ça s'écroule, tu peux te raccrocher à ça, te dire: «OK, j'ai quand même ça derrière qui m'apporte du plaisir, du bonheur, de la joie et que je maîtrise». Et c'est vrai que c'est l'avantage par rapport à la musculation, c'est que tu peux tout maîtriser. Tu maîtrises tes charges, ton nombre de séries, ton temps de récupération, ton nombre de séances. Donc tu as vraiment cette notion de contrôle et d'optimisation. Tu peux dire: «OK, là, j'excelle là-dedans. Au niveau pro, certes, ça se casse la gueule, mais je sais que je suis bon quand même quelque part. Donc si je suis bon là, je peux être bon là aussi et donc je peux y arriver». Et c'est vrai que c'est une vraie leçon, je trouve, que tu partages là, qui est très intéressante, c'est constamment avoir déjà plusieurs, heu, zones d'excellence autour de soi et de ne pas, on va dire, raccrocher son identité à un seul élément. Parce que si l'élément en question se casse la gueule, tout se casse la gueule. Mais si tu multiplies ces identités-là, tu en as forcément une qui va être bonne, à laquelle tu peux te raccrocher. En tout cas, c'est comme Complètement. ça que j'interprète ce que tu me dis et ça me paraît très C'est fort comme exactement ça. message à donner, ouais. Très, très fort. OK, super. Vraiment, vraiment intéressant, ouais. Et au niveau de ta relation maintenant, plus couple.
si je peux m'aventurer sur ce terrain-là, ça a changé des Bien choses sûr. avec ta fille? Ouais, ça a changé des choses. Alors, c'est marrant parce que tu vois, quand je te disais que j'avais une vie complètement opposée à celle que je vis aujourd'hui, Mmh. j'étais, assez, versé sur la fête, le bling bling, les drogues, j'ai eu plusieurs addictions et cetera et puis les filles aussi et donc tu vois, je te parlais de testostérone tout à l'heure et je te disais que j'étais moins conquérant maintenant, mais plus bienveillant et ben, en réalité, tu vois, ouais, tu vois, j'aimais bien les filles et hem et puis, avec ma femme, ouais, ça faisait, 5 ans, ouais, 5 ans qu'on était ensemble quand on a eu Lucie. Ça faisait quand même un moment, je l'ai jamais trompée, je tiens à le préciser. Mais tu vois, c'est assez marrant de voir comment évolue la libido. Donc déjà, quand ça fait longtemps, que tu es dans une relation avec une fille et ben, moi en tout cas, j'ai eu tendance à moins regarder ailleurs. Donc je parle Mmh pas mh. d'aller voir ailleurs, je parle même juste de regarder, le menu, même le menu m'attirait moins, tu vois? Heu, comme si, ben, on était programmé quelque part pour, chercher une partenaire et puis une fois que tu l'as trouvée et que le cerveau comprend que c'est une relation sérieuse et cetera et ben, naturellement, il inhibait un petit peu les processus qui te mettaient en recherche, d'un partenaire sexuel. Et puis, quand on a eu la petite, bah là, ma libido en a repris un coup et puis, là, j'avais même plus spécialement d'envie sexuelle envers ma femme et puis elle non plus, tu vois? Parce qu'on était complètement focalisés sur autre chose. Mmh. C'était pas du tout le moment ou le sujet du moment, quoi. Toute notre attention était drivée, par, cet être merveilleux et puis, tu vois, en tant que parent, c'est ton premier enfant, tu es fier, tu trouves ça incroyable, tu as du mal à y croire. Enfin, tu vois, il y a tout un jeu de choses qui se passent dans ta tête et qui, surpasse quelque part, complètement, l'envie, le désir sexuel mais c'est quand même assez bizarre, tu vois, pour un couple, de passer, de 2 à 3 et puis, de passer à j'ai une vie sexuelle à j'ai plus de vie sexuelle du tout, tu vois? Et comment est-ce qu'après tu la retrouves? Parce que bon, c'est quand même important dans un couple, et ben, c'est pas forcément facile, tu vois? Tu fais du cododo, machin, Mmh. tu es potentiellement parfois tu es fatigué, puis en plus tu as perdu presque l'habitude de le faire. Tu vois? C'est comme si c'était une habitude qui était plus ancrée. Donc voilà, ça a été un «vrai sujet» entre guillemets, pas dans le sens où ça a été un sujet de discorde, mais un sujet dans le sens où, on a dû faire des efforts concrets, elle et moi, pour se remettre à avoir une sexualité normale et recommencer à vivre comme ça. Et alors là, je cite un petit hack qu'un des invités de mon podcast m'a donné, Nicolas Aignan, pour le citer, qui prenait, lui, des rendez-vous avec sa femme. Mmh. C'est ce qu'on fait Et, aussi, ouais. et, Mmh. et voilà, et ouais, parce que sinon, en fait, tu es pris par ton emploi du temps, par tout ce que tu as à faire, ta boîte, ta fille, etc. Enfin, tu as tellement de choses à faire de toute façon tout le temps, mais encore plus quand tu as un enfant. Quand tu n'as pas d'enfant, en fait, tu peux prendre un petit moment de libre et puis voilà, puis en profiter comme ça. Tandis que quand tu as un enfant, bah, c'est plus compliqué parce que ce petit Bah, moment tu de moins libre, de bah, potentiellement, il spontanéité est là, il surtout. est réveillé. Ouais, 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 voilà, tu il y a moins de moins de spon tu pas le spontanéité. choix. Mmh. Exactement. Donc le fait de prendre des rendez-vous, ça a été quelque chose, de vraiment puissant et important qui nous a permis de retrouver une sexualité, normale. Et puis voilà, et puis après c'est marrant parce que rarement, mais bon, de temps en temps, ça nous arrive de nous retrouver, tous les 2. Alors ça nous arrive de ouais, donc déjà il y a 2 choses. La première, c'est que on se fait de temps en temps des week-ends que tous les 2 en laissant la petite aux beaux-parents et ça, Mmh. on le fait depuis qu'elle a arrêté d'allaiter, donc depuis, grosso modo, elle a allaité pendant 9 mois, donc on va dire depuis que la petite a 1 an, on fait ça, et on s'en fait, 2-3 par an et c'est vraiment important de se retrouver vraiment à 2, tu vois? En tant qu'entité, de couple et de vivre un petit peu en dehors de ses routines et cetera. Donc c'est vraiment des moments de retrouvailles, de partage, Mmh. qui sont, on a l'impression en plus de se retrouver, comme des enfants quelque part, Ouais. tu vois? De jeunes adolescents et par biais de contraste, ça donne une saveur toute particulière à ces moments-là. Non pas qui nous manquent dans le quotidien, mais que c'est comme ouais, c'est un petit côté nostalgique, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est un premier truc, 1er petit hack que je trouve important. Le deuxième, c'est qu'on fait des rendez-vous de couple mensuels. Donc tous les mois, on se prend 1 heure, tu vois? Et puis on discute, de l'histoire qu'on a envie d'écrire ensemble. Parce que maintenant, on est devenu une famille, on écrit une histoire à 2 mains, même à 3 mains quelque part, même si, pour l'instant, Lucie est relativement passive, dans cette écriture, mais elle l'inspire par sa façon de vivre et par sa présence. Et donc, réfléchir à la direction dans laquelle on a envie d'avancer en tant que famille, les valeurs qu'on partage et qu'on veut défendre, heu, l'éducation qu'on a envie de lui inculquer, tu vois? Parce que donc Constance s'est beaucoup intéressée, à l'éducation positive, elle a lu Mmh. beaucoup de livres et cetera. Ça a été,
ouais, ça a été une vraie source d'intérêt, de recherche. Et moi, j'ai partagé cette aventure, cette exploration avec elle, soit parce que j'ai lu quelques trucs, soit par les invités de mon podcast, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Je leur demande souvent quels conseils ils ont à me donner en tant que parent. Et puis, bien évidemment, parce qu'après, on partage ensemble, elle et moi, sur ces sujets-là. Et donc, c'est important aussi, tu vois, de communiquer sur la façon dont on a envie d'impacter la vie de notre fille. Comme tu le disais tout à l'heure, d'être des parents parfaits, bien évidemment, avec nos imperfections, Mmh. mais d'essayer de faire de notre mieux. Et je pense que pour faire de notre mieux, l'une des bases essentielles, c'est de se remettre en question. Donc, d'être ouvert à la remise en question, à la recherche, à la discussion, à la communication. Et donc, la communication est clairement un point central et un ciment de notre couple. Et tu vois, même par rapport à la gestion des tâches, à la répartition du temps de travail de l'un et de l'autre en fonction de nos contraintes réciproques, pour être OK, que ça crée pas des frustrations, des tensions en mode bah tiens, moi j'ai l'impression de tout faire, lui il fait rien, ou inversement. Et voilà, tu vois, même des choses toutes simples comme ça. Et donc ces rendez-vous de couple nous permettent à la fois d'influer sur la direction et le cap qu'on donne à notre famille, mais aussi sur notre gestion quotidienne, de telle sorte à pas laisser de petits abcès grossir et grossir et éclater, et les désamorcer bien avant ça. Donc voilà, il y a ces 2 petits trucs-là. Et puis après, c'est vrai que c'est marrant de temps en temps, donc je le disais, ouais, ça nous arrive de nous retrouver plus que tous les 2 à la maison chez nous, donc parce que la petite est pas là. Ça, c'est beaucoup plus rare parce que comme je le disais, en général, quand on est tous les 2, on part quelque part, et c'est rare qu'on se retrouve tous les 2 chez nous. Et quand ça arrive, mais c'est bizarre, tu vois? D'un coup, on a Ouais. beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus silencieux. Et alors d'un côté, c'est chouette, mais d'un autre côté, presque, ça fait presque plus froid, tu vois? Parce qu'on a plus de temps, et il y a moins de bruit, et cetera, et ça fait Mmh. presque plus froid. Et donc voilà. Et donc la conclusion un petit peu de tout ça, c'est que c'est quand même beau d'être une famille, et ça ajoute beaucoup de couleurs en réalité dans ta vie. Certes, ça demande du temps, de l'investissement émotionnel, physique, en termes de temps pur, même d'argent, et cetera, mais ça donne quand même beaucoup plus de couleurs. C'est vrai qu'il y a une notion d'entreprendre activement son couple quand on a un enfant, en fait. Autant on peut être passif, façon de parler, quand on n'a pas d'enfant, «passif» entre guillemets, mais il faut réellement prendre les choses à bras le corps, hein, c'est bien ça l'expression, quand l'enfant arrive, et sinon le couple peut dégénérer, et beaucoup de couples se séparent après l'arrivée d'un enfant. Mmh. Parce que si on ne prend pas réellement les bons axes, les bons chemins, les bonnes décisions, faire les choix effectivement de se fixer des rendez-vous comme tu l'as dit, de bien communiquer, de prendre du temps ensemble. Rapidement, l'enfant peut prendre le pas sur ton partenaire ou ta partenaire, et au final, le couple n'existe plus. C'est 2 Complètement. personnes qui se côtoient, qui sont colocataires avec un enfant au milieu, et c'est difficile d'en arriver là, et effectivement, je trouve que des fois on est très proche de tomber dans ce piège-là, et si effectivement on prend pas à nouveau des actions concrètes par rapport à ça, celles que tu as partagées et d'autres également qui sont très importantes. Nous, on passe beaucoup de temps tous les soirs ensemble avec Aurélie, bah, pas beaucoup de temps, mais temps de qualité, c'est différent. Des fois, on passe qu'1 demi-heure ensemble le soir, mais c'est un temps d'extrême qualité, et il faut mieux passer, je pense, un temps d'extrême qualité ensemble, qui est court, mais intense encore une fois, plutôt qu'un temps qui est long, mais qui au final n'apporte rien. Parce qu'on est là sans être là, on est sur le téléphone et cetera, on n'est pas avec sa partenaire ou son partenaire réellement. Nous, on fait C'est des des jeux de temps où vous faites société quoi? ensemble. Comment? C'est des temps où vous faites quoi, cette demi-heure? Ça dépend, on peut se faire des séries. On a recommencé très récemment, pendant des années je n'ai pas regardé, on a recommencé ça, notamment Better Call Saul actuellement, qui est très bien et que je conseille. Des jeux de société sinon, on en fait beaucoup. Parce qu'il y a une vraie notion parfois de complicité quand c'est un jeu collaboratif, ou plus de défi en quelque sorte quand c'est un jeu, d'opposition, et souvent on se chamaille. C'est bête, mais tu vois, ça peut être des chatouilles et cetera, des prises de kung-fu, des choses un peu bêtes, tu vois? En fait, on retombe un peu en enfance, tu vois? Et grâce à ça, on rigole, et c'est important de rire. Parce qu'on rigole souvent avec les enfants, mais on a souvent tendance à ne pas rire avec son ou sa partenaire, et c'est important, je voulais faire rire l'autre, d'apporter des choses et cetera, la masser quand elle mange, tu vois? Moi, je mange assez vite, c'est un de mes torts, et souvent quand j'ai fini, bah, je prends le temps de lui faire un petit massage. C'est dur que 5 6 minutes, mais réellement, c'est 5 minutes où je suis là, et où elle est là aussi, tu vois? Et tous les soirs aussi, on lit ensemble dans le lit. C'est vraiment important, c'est un moment où certes, on est que à côté, on parle pas, mais aussi on lit ensemble, tu vois? Et je trouve que Mmh. c'est un moment de connexion dans le calme, parce que le calme fait du bien, 2 enfants à la maison. Quand c'est le calme, ça fait un bien royal. Mais voilà, c'est vraiment ces temps-là où on partage des activités, soit qu'on fait séparément, mais à côté, soit qu'on fait réellement ensemble, tels que des jeux, ouais. Même sortir la poubelle, c'est con, mais sortie poubelle, on adore ça. Parce qu'en fait, on est au frais, dehors, on marche un peu, et on est que tous les 2, tu vois?
C'est bête, mais ça fait du bien. Et l'autre élément sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est l'importance de la famille et de l'entourage. Quand on peut confier son enfant, c'est salvateur aussi et c'est nécessaire. Et c'est vrai que, les parents d'Aurélie habitent très, très près de chez nous et durant très longtemps, ils ne se rendaient pas compte de l'impact que peut avoir le fait de prendre un enfant, ne serait-ce que pendant 2 heures par rapport à nous. 2 heures, c'est un temps de liberté, de calme, qui est une vraie ressource dans une journée ou dans un week-end. Et je pense qu'il faut le verbaliser par rapport à ses parents, ses beaux-parents. Leur dire littéralement, en fait, que juste 2 heures, c'est un énorme avantage que vous nous donnez. Par rapport au travail, parce qu'on est entrepreneur, Aurélie et moi, par rapport à notre couple aussi, parce qu'on peut se retrouver, passer du temps ensemble, par rapport au calme, même par rapport aux enfants, parce qu'on est heureux de les retrouver. Alors quand tu as un week-end complet, des fois de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir, tes enfants, tu qu'une hâte, c'est qu'ils aillent se coucher. Parce que tu vas être tranquille. Et sauf que quand ils se couchent, je vais t'épuiser, toi, tu es lessivé aussi. Du coup, tu fais plus rien. Le lendemain, ça recommence et tu repars sur un lundi qui est compliqué parfois parce que tu as passé 2 jours complets à galérer. Et si durant ces 2 jours, tu peux avoir ne serait-ce que 2 heures de tranquillité, je trouve que c'est un véritable exutoire qui est nécessaire. Donc merci pour ces partages David, ouais. On arrive quasiment à l'heure de podcast. On l'a même dépassé d'ailleurs. J'aimerais Je suis conclure avec, bavard. comment? Je suis bavard. Non, mais c'est génial, au contraire et ça passe très vite, c'est passé extrêmement vite. Mais j'aimerais que tu puisses prendre un peu de temps pour partager un peu justement les conseils que tu as reçus de tes invités. Parce que toi, tu as un cas un peu atypique, façon de parler, tu as la chance d'avoir ce podcast-là que tu as créé et de poser ces questions-là, effectivement, à des gens de divers milieux, comme Pierre Dufraisse, qui est un ami à moi, comme, Dio Mathias, que je connais très bien aussi. Beaucoup de gens qui ont des spécialisations et des spécificités différentes, un parcours de vie qui est différent, des compétences différentes, qui t'ont tous partagé, du moins pour ceux qui ont des enfants, des choses justement à mettre en application avec ta fille. Justement, attends, est-ce que tu peux toi les partager? Ce que tu as essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et on va dire les effets que tu as pu voir par rapport à ta fille aujourd'hui? OK. Bah, ça serait long de tous les citer et je pense qu'ils sont tous hyper intéressants, mais je vais en en garder 3 qui sont un Ouais, petit peu des master conseils, je pense et OK, qui peuvent englober pas mal d'autres. Le 1er, on en revient à cette, notion d'exemplarité, c'est d'être cohérent dans ce que tu dis et dans ce que tu, «imposes» entre guillemets à tes enfants. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de parents, par exemple, qui disent à leurs enfants, de pas regarder la télé le soir, de pas utiliser leur téléphone le soir et cetera et qui font tout l'inverse et je pense que ça crée forcément une dissonance dans la tête, des enfants, d'autant plus, comme on l'a dit, dans la mesure où ils se construisent par l'exemple, en regardant, en observant et en imitant et donc avoir cette dissonance, c'est-à-dire des parents qui disent, «Ouais, mange pas trop sucré, mange pas de gâteau, fais pas ci, fais pas ça», mais qui eux le font, et à mon avis un réel problème et qu'on voit malheureusement, trop souvent. Moi j'ai l'impression de voir partout. Partout, ouais. Donc ça c'est une première chose, ça paraît très simple, mais je pense qu'être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est hyper, hyper important. Et donc d'ailleurs, par extension, du coup, être exemplaire et donc s'efforcer à soi-même, vivre la vie que tu aimerais partager et que tu aimerais voir vivre, tes enfants, c'est quelque chose de fondamental. Comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, quand tu fais ta séance de sport et tout, paf, il le fait. Moi, c'est pareil, tu vois, j'ai une petite kettlebell de 8 kilos à 2 ans, elle s'amuse à la prendre, mais c'est 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 génial. c'est c'est génial, tu vois? Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, qui m'a été conseillé par beaucoup d'invités, puis qui est quelque chose que j'ai fait de toute façon assez naturellement parce que ça correspond bien à ma façon de voir les choses, c'est l'autonomie. L'enfant, il a soif d'explorer, il a soif d'expérience, il a soif de découvrir son monde et forcément, en tant que parent, tu as envie de le protéger. Tu as envie de lui éviter de se blesser, de tomber, de se faire mal, et cetera. On le disait tout à l'heure, c'est du stress aussi et quand il est tout petit, qu'il tient même pas sa tête et cetera, tu as peur pour lui Mmh. et mais après, bah, il grandit quand même, il est capable de faire plus de choses. Moi, ma fille, par exemple, elle a été capable d'escalader toute seule sa chaise haute alors qu'elle savait même pas encore marcher. Mmh. Ça a des capacités d'escalade qui sont dingues, probablement un héritage de nos cousins, les grands singes, mais c'est vraiment impressionnant. Et je pense que leur laisser suffisamment d'autonomie, tout en offrant un cadre protecteur, est quelque chose d'extrêmement important qui leur permette d'évoluer, de découvrir la vie, etc. Mais aussi de développer leur confiance en eux et de comprendre que deux choses déjà qui sont capables qui sont capables de faire des choses par eux-mêmes, et puis aussi qui sont capables de se relever quand ils tombent et qu'ils se font mal. Parce que évidemment, ça leur arrive, tu vois. Moi, ma fille, elle est tombée plein de fois et à un moment, elle avait tout le temps des bosses sur la tête, etc. Parce que elle vit, tu vois, elle vit et je la laisse vivre.
Et donc, forcément, bah, il y a des chutes, il y a des petits accidents, et cetera. Et puis, elle se fait des petites bosses. Mais d'un autre côté, bah, du coup, quand il lui arrive quelque chose, la plupart du temps, elle pleure même pas, tu vois. Elle, Mmh. elle constate le truc, elle monte son genou, elle dit ah bobo genou, et puis voilà, c'est tout quoi. Et puis elle recommence à marcher. Et ça, je pense que ça vient principalement du fait que je lui ai laissé énormément d'autonomie. Et tu vois, elle monte, elle descend les escaliers toute seule. Et elle fait ça depuis peut-être c'est 1 an et demi quoi, Mmh. vachement tôt quoi. Et j'aime bien cette façon de voir les choses qui vient de Movnat, de différencier le risque du danger. Donc il y a des choses qui sont très risquées, c'est-à-dire que tu as beaucoup de chances d'échouer, et tu as des choses qui sont très dangereuses, c'est-à-dire que si tu échoues, tu as beaucoup de chances de te faire très mal. Et donc, tu peux avoir en abscisse l'un et en ordonnée l'autre. Et donc, soit tu as quelque chose de peu risqué, donc c'est-à-dire il y a peu de chances qu'elle tombe, il y a peu de chances qu'elle échoue, mais qui potentiellement sont dangereuses si elle échoue. Donc ça, c'est OK, tu vois, parce que en soi, bah, par exemple, tu vois, je sais pas, marcher sur une route, bah, c'est quelque chose qui semble relativement facile. Et non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Je vais prendre mon exemple des escaliers, par exemple. Monter les escaliers, et ben, quand elle monte les escaliers à quatre pattes, c'est quelque chose de moyennement risqué. Normalement, à quatre pattes, elle sait très bien le faire. Il y a peu de chances que ça arrive. Et puis de moyennement dangereux. Si elle tombe, ben, allez, peut-être qu'elle va se fouler un poignet. Au pire, elle se casse un bras. Bon, ça, c'est vraiment le pire du pire, mais a priori, elle mourra pas, quoi. Par contre, marcher en équilibre sur une poutre à 2 mètres de hauteur, bah, c'est quelque chose qui est à la fois très risqué parce que potentiellement, bah, c'est peu large, donc elle risque de tomber. Et puis si elle tombe, elle risque de se faire très mal. Mmh. Donc, tu vois, j'utilise toujours un peu cette double lecture pour choisir soit des choses très peu risquées, mais potentiellement dangereuses, soit dangereuses, soit très peu dangereuses, mais plus risquées. Donc, par exemple, tu vois, cette même poutre, eh ben, qui est très peu large, donc qui va lui nécessiter beaucoup d'équilibre, bah, si elle est au sol, ça va être très risqué parce qu'elle a beaucoup de chances de tomber, mais comme c'est au sol, bah, si elle tombe, elle se fera pas mal, donc c'est pas dangereux. Et donc voilà, donc j'utilise un petit peu cette lecture-là, et puis j'essaie de lui laisser un maximum d'autonomie dans son exploration du monde, et voilà, la laisser vraiment libre de ses propres gestes, de faire ses propres erreurs aussi, tu vois. C'est quand même, moi je trouve que c'est une source d'inspiration géniale parce que tu regardes des enfants, ils savent aller d'un point A à un point B de façon hyper efficace à quatre Ouais. pattes, et pour autant, ils ont quand même le courage d'apprendre à marcher. Alors qu'ils sont hyper mauvais à ça, ils tombent tout le temps, et cetera. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de pas du tout optimal. Nous, adultes, une fois qu'on sait faire quelque chose, on s'hyper spécialise dedans et on Mmh. a peur de découvrir de nouvelles choses. Là, tu t'es mis au Krav Maga, c'est super. Mais il y a plein de gens qui ont un esprit fixe et qui vont justement rester bien cantonnés dans ce qu'ils savent faire et ne pas oser en sortir par peur du regard des autres, par peur de leur propre regard peut-être, par peur de tomber. Et les enfants ont absolument pas ça. Et donc, je pense aussi que c'est une très grande source d'inspiration et qu'on a beaucoup de choses aussi à apprendre d'eux. Donc, dans cette autonomie, tu peux aussi observer et justement toi-même essayer d'en tirer des enseignements, de voir comment ils bougent, comment ils interagissent avec le monde, comment ils vivent leurs émotions pleinement, tu vois. Nous, on est toujours en train d'essayer de contenir notre personnalité pour rester dans une espèce de ligne médiane qui prend pas trop de place, alors que les enfants, eh ben, ils sont en plein dans cette sinuosidale qui est la vie, dans cette homéostasie qui est faite de haut et de bas, et ils vont passer du rire aux pleurs et des pleurs au rire, à l'admiration, à la surprise, et ils vont vivre pleinement leurs émotions. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement inspirant, en tout cas moi qui m'inspire énormément et que j'essaie de plus vivre au quotidien. Ça, c'est un vrai sujet. Je me permets de t'interrompre rapidement par rapport Vas-y, aux vas-y. émotions. Aujourd'hui, la plupart des parents contraignent et limitent les enfants dans leurs émotions. Et sans ça, potentiellement, je fais un peu polémique, mais peu importe. Aujourd'hui, tout le monde dit que son enfant est un zèbre, et cetera, ultra sensible, ultra émotionnel et j'en passe. Et pour moi, dans 99 des cas, c'est des parents qui n'ont jamais su faire comprendre à leurs enfants la nature de leurs émotions, qui les ont constamment frustrés par rapport à ça ou limités par rapport à ça. Là, je vais prendre 2 exemples. Bah, mon premier fils, du coup, et un enfant que j'ai croisé à l'école, il y a pas plus tard qu'1 an en arrière. Bizarre comme expression, ça, mais tu compris. Où en fait, l'enfant pleurait. Moi, j'étais devant l'école avec Nathan, en train d'attendre l'ouverture des portes pour rentrer dans la classe, et la mère lui dit: «Tu pleures? Tu vois le petit garçon là?» en désignant mon fils, «Il va te trouver méchant parce que tu pleures». Et c'est un discours d'une stupidité sans nom, en fait. L'enfant a le droit de pleurer. Il a des émotions, il faut les comprendre, et en plus, il a des émotions et aussi un panel d'émotions. Aujourd'hui, les gens limitent les émotions à la joie ou à la peur. Je suis désolé, mais il y a un spectre vraiment très large. Et aujourd'hui, mon fils, Nathan, du coup, c'est lesquels précisément l'état émotionnel dans lequel il est. S'il est stressé, s'il est angoissé, s'il a peur, s'il est colérique, s'il est frustré.
Et concrètement, des fois, Nathan, je lui dis: «Tu es en colère?» Il fait: «Non, je suis frustré parce qu'il y a ça». Bah, génial, au moins tu exprimes ton émotion. Tu mets un mot dessus et comme ça, on peut communiquer plus efficacement toi et moi et résoudre la situation. Là où un parent qui constamment dit à son fils, «Tu méchant parce que tu pleures», je suis désolé, mais ton fils, tu vas faire une personne, un adulte plus tard qui va pas comprendre ses émotions. Tu auras potentiellement des excès de colère comme ça, incompréhensibles pour lui, qui ne pourra pas se gérer personnellement et qui du coup va reproduire ça avec ses enfants. Et il y a un vrai schéma par rapport à ça, de vouloir rester dans une case, ne vouloir jamais pleurer, jamais trop rire aussi, jamais trop sourire. Mmh. Moi, mon fils, premier jour d'école, il a éclaté de rire et de sourire devant tout le monde et tous les enfants étaient austères autour. Et je trouve ça assez terrible, en fait, ces enfants contraints dans leurs propres émotions aujourd'hui par des parents qui veulent à nouveau tout lisser à 100. On veut pas faire de vagues, en fait. Sauf que je suis désolé, mais l'humain est fait pour s'exprimer, quoi. Et donc aujourd'hui, on avait des enfants qui ne savent pas gérer ça et qui sont qualifiés d'hypersensibles. Non, ils ont juste pas le vocabulaire pour exprimer leurs émotions. Ils ont jamais réussi à ils ont jamais appris à le faire efficacement, quoi. Est-ce que tu partages du coup mon point de vue ou est-ce que j'ai un point de vue trop extrémiste, par rapport à la question? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais de toute façon, de manière générale, la société nous pousse à intérioriser notre discours, nos émotions, et Mmh. cetera, à garder tout bien au fond de nous pour essayer de se normaliser vers une voie du milieu, comme je le disais, qui prend pas trop Ouais. de vagues. Tu vois, c'est pareil sur les superlatifs. On dit plus, on s'émerveille plus. On dit plus, c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est génial. On dit, oh, c'est beau. Tu Ouais. vois, on Oui, il y a de utilise plus de lassitude derrière, gestes. toi. Les gens sont lassés de tout, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc ouais, ouais, je partage tout à fait ce point de vue. Et donc ouais, au contraire, il faut effectivement, ne pas réprimer, les émotions des enfants, et d'ailleurs ouais, même quand ils pleurent et cetera, les laisser, enfin accepter le fait qu'ils pleuvent. Et plutôt que d'essayer de minimiser tout de suite le truc en mode: «Non mais c'est bon, c'est rien» et cetera. Mmh. Non, OK, je te comprends, tu as mal et cetera. C'est normal de pleurer parce que tu as mal, tu vois? Et hem et d'ailleurs, donc je vais terminer avec les 2 petits, 2 derniers petits hacks, comme ça. Et donc le 3e qui est un petit peu lié à ça, c'est, le fait qu'en fait, les parents ont tendance à projeter l'image sociale, enfin, à conditionner les enfants à l'image sociale qu'ils aimeraient renvoyer. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme le fait, d'avoir une belle maison et cetera. Bah, tu vois, c'est peut-être aussi le fait de les empêcher de pleurer en public parce que tu as honte que ton enfant, pleure ou crie ou hurle, devant les autres. Et ben, en fait, tu as un petit peu la même pression sociale sur, la façon la l sur son développement personnel, tu vois? À Mmh. quel âge il va faire ceci, à quel âge il va faire cela. «Ah bah tiens, la tienne, elle marche à 13 ans, bah la mienne, elle a marché à 11 mois», tu vois? Comme si c'était un concours de celui qui marche le plus vite. Alors qu'on sait qu'ils doivent passer par 72, Mmh. mouvements avant et cetera, et que s'ils ont brûlé des étapes, ben potentiellement d'un point de vue, neuro, ça sera pas parfait, ça sera pas hyper efficace. Et tu vois, tu peux utiliser des Youpala là et des trotteurs ou ce genre de conneries qui permettent d'accélérer le Complètement. processus. Et donc, tu vas permettre aux enfants de marcher plus vite, mais avec des retards moteurs en réalité que tu n'auras pas perçus, qui seront dramatiques. Donc d'ailleurs, voilà, dans les conseils que j'ai reçus aussi, c'est de les laisser marcher pieds nus un maximum, ne pas leur donner de trotteur, etc., pour qu'ils puissent Ouais. passer par tous ces réflexes archaïques qui sont complètement indispensables au développement correct de leur cerveau et de leur Mmh. motricité. Et conseil qui Et s'applique aux adultes aussi, mine de rien, marcher pieds nus, quoi. Un maximum ou avec très peu de semelles exact. parce que c'est nécessaire. Et comme tu l'as dit, je rebondis rapidement, mais en fait, beaucoup de gens ont des problèmes posturaux assez importants aujourd'hui, sauf qu'on n'en parle pas. Personne l'étudie, personne ne le remarque, personne ne le voit. Et quand on parle de productivité, parce que c'est mon expertise principale, on va dire, avant de créer Papapreneur avec Quentin, en fait, quand tu as un problème postural de base, constamment tu perds de l'énergie. Parce que ton cerveau, je dis au début de l'échange comme toi et moi, son but premier, c'est la survie. Donc si de base, tu as un problème postural, forcément, tu es en moins bonne position pour survivre. Du coup, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allouer une grande partie de son énergie pour corriger ce problème-là. Et du coup, toute l'énergie allouée n'ira pas à ta cognition, n'ira pas à ta motivation, n'ira pas à ta mémorisation, n'ira pas à ta productivité. Et donc, si vous infligez ça à vos enfants en voulant griller des étapes, comme tu l'as dit, en voulant brûler des étapes, vous allez créer des adultes, malheureusement, qui vont, entre guillemets, bien sûr, être pas à 100% d'eux-mêmes, qui vont être limités au quotidien. Et ça, franchement, cette course à l'enfance ne sert à rien. En fait, quel est l'intérêt que votre gamin marche 2 mois plus tôt que prévu? À part dire à vos parents: «Beaux-parents, il a marché à 9 mois». Ouais, c'est ça, C'est quoi ce problème d'ego, en fait? c'est Franchement, ça. tu t'en fous réellement de ton gamin, il marche 2 mois avant. Moi, ils ont tanné mon deuxième fils pour qu'il marche. Mais laissez-le tranquille. Laissez-le marcher à son rythme. Maintenant, il gambade, mais laissez-le, quoi. Il prend son temps. Chaque Et c'est so pareil ch avec la parole et cetera, hein. avec tout. Tu vois, «Ah bah untel, il faisait des phrases complètes à 2 ans et ta fille elle articule pas». Et Et bah alors? déjà si tu prenais vraiment le temps de l'écouter, peut-être que malgré le fait qu'elle articule pas très bien, tu arriverais à mieux Mmh. comprendre ce qu'elle dit. Et en plus, elle progresse ailleurs, en fait. Les enfants, c'est vraiment par lot, en fait.
C'est la marche, tout se met en pause à part la marche. La parole, c'est pareil. Limite, des fois, ils régressent même sur des gestes pour apprendre la Mmh. parole. Mais laissez-le faire à ce rythme-là, en fait. Chaque enfant se développe différemment et c'est très bien comme ça. Et quand il aura D'ailleurs, 10 ans, en fait, personne ne va s'en souvenir, quoi, en fait, on s'en fout. mmh. Ouais, non, tu as raison, hein, sur ces trucs de progression, régression, parce qu'elle avait appris la propreté, d'aller sur le pot et cetera, mais naturellement, c'est elle qui avait voulu, tu vois? C'est pas nous qui avions, Mmh. spécialement initié le truc. Mais, je sais plus, vers 18 mois, comme elle nous voyait aller aux toilettes et cetera, elle avait envie de faire et tout, donc on lui avait acheté un pot et puis elle était contente d'y aller. Elle était quasiment totalement propre et maintenant elle a fait un gros progrès sur le langage et par contre, elle a complètement abandonné la propreté. Mmh. Tu vois? Donc, c'est vrai que tu as raison, ouais, c'est marrant. Mais bon bref, donc laisser de côté cette pression sociale et Ouais. laisser les enfants avancer à leur propre rythme, qui est le rythme parfait pour eux, Mmh. plutôt que d'essayer de montrer que le sien est meilleur que l'autre. On est toujours dans cette espèce d'individualisme, de peur sociétale, de ne pas être assez bien, etc., d'avoir la plus grosse maison, la plus grosse voiture. Franchement, c'est débile. Et le dernier point, et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant, qui était notamment partagé dans Chasseurs-cueilleurs parents, et qui est de dire Très bon que livre. on a tendance en tant que parents à vouloir que les enfants vivent dans leur monde d'enfants et que les adultes vivent dans leur monde d'adultes. Et donc, voilà, les enfants, c'est va jouer dans ta chambre avec tes jouets, machin, pour enfants. Et nous, avec adultes, non, nous, on joue avec nos jouets d'adultes et on vit dans notre monde d'adultes. Et donc, quand l'enfant, il a envie de t'aider à vider le lave-vaisselle ou à mettre les vêtements à sécher ou à décharger les courses, et tu lui dis non parce il fait souvent pire que mieux. Et donc, tu lui dis, va jouer dans ta chambre. Et donc, quelque part, tu lui donnes l'impression qu'il ne fait pas partie de la même communauté que toi, qu'il Mmh. ne fait pas partie de ta tribu, qu'il vit dans son monde, alors que lui, la seule chose qu'il désire, on en revient à cette imitation, c'est d'être le parfait petit être social et faire parfaitement partie de ta tribu, donc faire partie de ton monde et pas de son monde à lui qui est séparé du tien. Et après, tu t'étonnes qu'à 12 ans, quand tu lui demandes de vider le lave-vaisselle, ils disent non, machin, etc. Pendant toute ta vie, tu lui as dit reste dans ta chambre et joue avec tes jouets, Mmh. fais pas partie de mon monde. Alors, et donc, tu vois, donc nous, par exemple, là, ce soir, je vais aller faire les courses avec la petite. Donc, déjà, on fait les courses ensemble. Quand on fait les courses, quand je prends un poireau, je lui dis ça, c'est un poireau, ça, c'est un oignon, ça, c'est machin. Elle adore ça. Et donc, en même temps, c'est une phase d'apprentissage. Et quand on arrive, on a les sacs de courses, et ben, elle m'aide à ranger les courses. Mmh. Et certes, je vais peut-être mettre un quart d'heure à vider mes courses, alors que tout seul, j'aurais mis 5 minutes. Mais c'est un moment de partage. Elle est super contente de participer à ça, de porter le truc, de l'apporter, de le ranger au bon endroit, etc. Et elle est fière, tu vois, de faire partie de notre monde. Et donc voilà, plutôt que d'acheter plein de jouets à la con en plastique avec potentiellement des perturbateurs endocriniens, Ouais. etc. Voilà, et ben jouons au jeu d'adulte, c'est-à-dire faisons ce que les enfants demandent, c'est-à-dire vivre avec nous et les intégrer pleinement dans notre communauté, dans notre tribu, et voyons la famille comme une tribu et pas comme le monde des adultes et le monde des enfants, et les adultes qui s'occupent des enfants, voilà, et qui surveillent et voilà, avec une hiérarchie hyper, hyper, allez, pas longitudinale, mais dans l'autre sens. Bon, bref, tu comprends ce que je veux dire. Et en plus, le pire dans tout ça, effectivement, les jeux ont des Vertical. perturbateurs endocriniens, potentiels, comme tu l'as dit, mais en plus, ces jeux sont censés reproduire en plus la cuisine ou autre. En fait, tu Oui, achètes une cuisinière à ta fille, alors qu'elle pourrait faire la cuisine avec toi. C'est dommage quand même. complètement. Et tu vois, ça fait penser à mon fils hier qui a 17 mois, Raphaël, il commence à peine à marcher. Bah si, il marche plutôt bien maintenant, mais il a mis un peu de temps à marcher, mais peu importe. Tout ça pour dire qu'on est à table avec la famille d'Aurélie. Du coup, Raphaël, il part, il vient prendre un verre, il l'apporte à sa grand-mère, debout en marchant. Un verre en verre, tu vois, un peu comme ça. Il chancelle dans tous les sens, il apporte le verre, il le donne. Après, il en a apporté 10 de suite, tu vois? Et c'est génial. Il faut le laisser faire. Effectivement, il y a des risques, mais c'est pas grave. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a cette notion de dangerosité qui est pas présente. Au Oui, pire, qu'est-ce voilà, qui se passe? Il se coupe. le verre est cassé. On s'est tous coupés, hein. Waouh, on n'est pas mort, il y a pas de tétanos dans un verre, il y a pas de risque. Et pareil, pas plus tard qu'hier ou ce matin, hier, je crois, il avait un mouchoir sale, à nouveau 17 mois. Il prend le mouchoir, il l'amène à la poubelle, en marchant. Parce que depuis toujours, surtout Aurélie, hein, là, vraiment, je la félicite par rapport à ça, elle prend le temps effectivement de faire beaucoup de choses avec lui. Parce qu'elle est un peu avec lui le matin, quand moi déjà je pars au bureau, et elle prend le temps effectivement de vider la vaisselle avec lui, de ranger des choses, de cuisiner avec, de, couper des aliments et cetera. Et c'est juste génial de voir l'évolution d'un enfant, à quel point un enfant aussi a besoin de ça. Parce que tu l'as dit, faire partie de la tribu, ton enfant. Et même c'est un besoin vital qu'il a. Parce qu'un enfant, du coup, à l'époque préhistorique, on peut supposer le fait qu'un enfant inutile, malheureusement, était un peu mis de côté. Donc qui dit mis de côté dit, potentiellement moins d'apport de nourriture, moins de contribution au groupe, moins d'intérêt, et qui dit potentiellement du coup des risques d'exclusion pour cet enfant, donc de mort à terme. Et du coup, un enfant aujourd'hui, naturellement, si on le laisse, il aura tendance à aider le groupe pour se vraiment faire partie du groupe à 100.
Et aujourd'hui, on les freine par rapport à ça. Et c'est en ça que le livre que tu as cité, donc Parents chasseurs-cueilleurs, est un super bouquin. Parce que la personne est partie exactement voir des tribus ancestrales, en quelque sorte, qui vivent en dehors du monde actuel, en quelque sorte également, pour comprendre comment eux, ils font avec leurs enfants. Et c'est plein de choses de bon sens que nous, malheureusement, on n'applique plus aujourd'hui, mais qui pour autant pourraient réellement nous aider. Et faire de notre enfant réellement presque un collaborateur, en fait. Une personne qui est un assistant pour nous aider. Assistant dans le sens pas péjoratif, dans le sens vraiment amélioratif, quoi. Et en Non, c'est plus, clair. lui progresse grâce à ça. C'est-à-dire que nous, on gagne du temps, lui grandit, lui progresse, lui est plus autonome. Et là, c'est intéressant. Ouais, Voilà ouais, pour, c'est clair. Moi, je lui donne des missions, hein. Je lui dis, tu vas moi me aussi. chercher mes chaussures, et cetera, machin, et elle Merci, adore ça. Elle j'adore. est toute fière. Elle revient avec les d'autres chaussures, et cetera. Ou Et des ouais, ouais, défis non, aussi. c'est. Je te modifie de faire ça en moins de 30 secondes. OK, vas-y, c'est parti, je compte. Et l'enfant est super content quand on gamifie les choses, si ça joue beaucoup, Ouais, quoi. Hier, je lui fais: «Range ouais. la salle», il me fait: «Non, OK, Nathan, je mets un minuteur, tu as 2 minutes. Est-ce que tu vas réussir, tu penses?» Et là, il part pleine balle, il le fait, quoi. Il est super heureux à la fin. Juste en changeant de mentalité, quoi. On passe plus de la Ouais. contrainte, mais on va sur un jeu. Merci pour ton temps, David. Bah, merci pour ton invitation, Jérémy. C'était un plaisir de discuter avec toi, et Ouais, j'ai de beaucoup aimé aussi, réexplorer, sous tes questions, ma parentalité. merci vraiment pour tous les conseils que tu as livrés. Tu as livré beaucoup de choses très intéressantes et actionnables surtout, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et puis, maintenant pour les personnes qui veulent te connaître un peu plus, il y a ton podcast aussi. Quitte à faire, autant en parler un peu, de faire un peu de pub, ce qui est normal, sur le podcast Limitless, où tu interviews tous les 15 jours, je crois maintenant, c'est bien ça? Exact. Des experts de leur Limitless domaine et Project. vas-y, bah, tu en parleras mieux que moi, je pense, vas-y. Non, 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 bah, Limitless Project, tous les 15 jours, où j'explore le potentiel humain en discutant avec des scientifiques, des médecins, des sportifs, des entrepreneurs. Et si vous avez envie de découvrir ce beau projet qui, par ailleurs, a changé ma vie. Tu vois, je le disais, j'avais une vie complètement à l'opposé de celle que je vis aujourd'hui. Et maintenant, j'ai l'impression d'être tellement mieux aligné avec moi-même, tellement plus connecté à ma vitalité totale et à mon plein potentiel que ouais, c'est vraiment un projet qui a changé ma vie. Donc rien qu'à cet égard, je suis super content de l'avoir lancé. Et donc, si vous avez envie d'aller le découvrir, bah, vous pouvez aller écouter ce super épisode qu'on avait enregistré avec Jérémy Coron dans la première saison. Donc, il y a 1 an et demi. Je n'aurai pas Ouais, le numéro en tête, mais ça doit moi être non dans plus. plus ou moins un 10e épisode, à mon avis. Dans ces eaux-là, ouais. Et bah, je mettrai l'épisode et ton podcast en description, ainsi que tes différents, canaux de communication, notamment ton Instagram, je crois, qui est pas mal rempli, pas mal actif, notamment grâce à ta compagne. Tu fais Exactement, un parce super qu'on travail est, par rapport à ça. on est une équipe et du coup, on s'entraide sur plein de choses. Et donc, c'est ma Ouais. femme qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux et Ouais. communication, cover, retranscription des articles, préparation du festival qu'on est en train de faire, et cetera. C'est elle qui s'occupe de tout ça, donc elle fait vraiment un gros travail. Et c'est ça aussi qui me permet, tu vois, de mener ce projet de front avec ma boîte et tout le reste dont on Mmh a mh. parlé. Donc le fait de, tu vois, je vois vraiment mon couple comme une équipe, et ma Ouais, tu le famille dis comme une tribu, constamment, tu Aurélie, vois? ouais. Ouais, Et ouais. et donc voilà, et donc on essaie de progresser, de grandir ensemble, tu vois? On s'entraide, on se tire vers le haut un maximum, c'est aussi ma philosophie, je te rejoins à 100. Ouais. Ouais, ouais. Et bah, merci David encore une fois et puis, j'envoie vivement les gens du coup, j'invite pardon, vivement les gens à découvrir ton podcast aussi pour, comprendre le potentiel humain parce qu'il y a des vraies pépites intéressantes à explorer par rapport à tes contenus. Et je te dis à Merci très beaucoup, vite. Jérémy. À très À vite. très Salut bientôt. David. Bye bye.